il est 19 h. Si vous le voulez bien, on va débuter la séance de ce soir. Tout d'abord, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue encore une fois. Les gens, M. le greffier et directeur général, bienvenue. Les conseillers présents également. Bienvenue les gens dans l'assistance. C'est un plaisir de vous voir. Bien entendu également les gens qui nous syntonisent via la télévision communautaire Télévague. Alors, avant de débuter la rencontre, permettez-moi de vous parler de deux choses. Premièrement, c'est la deuxième édition de la Semaine nationale de la sensibilisation à la sécurité des travailleurs routiers qui se tient présentement du 9 au 15 juin 2025 sous le thème « La protection des travailleurs de chantier ». J'embarque. Alors, c'est important de le noter. Ces gens-là travaillent dans des contextes des fois assez particuliers, alors il faut les respecter. Également, au nom du conseil municipal, bien, on tient à souhaiter, bien entendu, une bonne fête des pères qui va se passer le 15 juin prochain, ainsi qu'une bonne fête nationale le 24 juin prochain, et également une bonne fête du Canada, parce qu'on ne se verra pas avant ce temps-là, qui est le 1er juillet. Puis à titre d'information, bien, les deux dates précitées, le 24 juin et le 1er juillet, les villes sont fermées. Également, je veux souligner que le mois passé, la ville de Passepébiac s'est démarquée par la remise d'un prix coup de cœur que j'ai ici présentement, que vous pourrez venir voir. Ce prix-là nous a été remis par Village Relais. Et le prix coup de cœur pour les cabines de plage qui sont situées sur la plage, bien entendu. Alors, c'est un prix d'envergure. On était très heureux. Puis ça va non seulement avec le travail que le conseil a accompli, mais ça va également avec les gens de Passepébiac qui ont ce plaisir-là de se développer puis d'apporter une nouvelle couleur qui permet aux touristes ou aux gens de la région de profiter de nos installations sur le banc de pêche. Également, je veux vous parler, avant de l'ordre du jour, de lire la lecture de l'ordre du jour, qu'on a un projet actuellement avec le CI3S, également avec le Mouvement des Jardins, c'est-à-dire la Caisse populaire du Centre-Sud gaspésien, pour l'installation de défibrillateurs permanents, 24 heures par jour, qui devraient être situés à la Caisse populaire de Passepébiac. C'est une première en Gaspésie. C'est un projet d'envergure également, qui, on le souhaite, va se perpétuer ailleurs dans les communautés gaspésiennes, puis même dans l'Est du Québec. Et c'est M. Danny Cyr qui est l'instigateur de ce projet-là. On aura le 18 juin prochain, normalement, une conférence de presse avec, bien entendu, des gens du CI3S, des gens du Mouvement des Jardins qui vont être présents pour partager avec la population ce projet-là. Vous comprendrez qu'un défibrillateur, on ne sait jamais quand est-ce qu'on peut en avoir besoin. Alors, il y en aura un en permanence qui va être situé à la Caisse populaire de Passepébiac. Alors, c'était des petits messages d'entrée en matière qui est quand même très positif. Je vous fais maintenant la lecture de l'ordre du jour, si vous me permettez, vu qu'on a le quorum. Alors, le point 1, ouverture de la séance. Au point 2, adoption de l'ordre du jour. En 4, dépôt de documents et de correspondance. Premièrement, la mise à jour de la déclaration d'intérêt pécuniaire de M. Christian Grenier, conseiller au siège numéro 6. Participation de la ville à la Semaine québécoise du trouble de développement du langage, TDL. Au point 5, approbation des procès-verbaux antérieurs. On parle 5.1 de la séance ordinaire du 12 mai 2025. En 5.2, de la séance extraordinaire du 21 mai 2025. Au point 6, administration générale et finances. Alors, les comptes à payer 6.1, adoption des comptes à payer 6.2, suivi du budget mensuel de mai 2025. Au point 7, affaires des contribuables. Au point 8, dépôt de projet de règlement 2025-551 qui régissant l'installation et l'entretien des compteurs d'eau sur le territoire de la ville de Passepébiac. Au point 9, dépôt de projet de règlement 2025-552 de régie interne du conseil municipal. Au point 10, adjudication de contrat en lien avec l'appel d'offres AO-25-07 qui est la réfection de la rue Saint-Pédis, le lot 2. En 11, autorisation de l'avenant numéro 1, contrat de restauration de la bibliothèque municipale, la phase 2. En 12, autorisation de paiement Simco Réfrigération, dont la facture est le numéro 909-58-008. En 13, nomination du camp de jour 2025. En 14, demande de dérogation mineure de l'immeuble situé au 94 Gérard-Lévesque-Ouest, qui est l'aménagement d'une deuxième enseigne commerciale. Au point 15, demande de dérogation mineure, l'immeuble situé sur le lot 5 234 827, aménagement de 2 accès à la propriété. En 16, visite résidentielle sur le territoire de la municipalité de Hope par le service incendie de Passepébiac. En 17, entente de codiffusion Ville de Passepébiac et le comité culturel Les Moussaillons de Passepébiac incorporé. En 18, modification de la résolution 2025-03-59 qui est l'ajout de 2 lots, 5 778 224 et 5 576 301 et autorisation de signature.
En 19, nomination préposée au bar sur appel. En 20, demande de renouvellement pour 5 ans du Club des 50 ans et plus, l'Amicale de Passepébiac. En 21, dons. 22, rapports des membres du Conseil. 23, affaires nouvelles. 24, période de questions. Et enfin, 25, la levée de l'Assemblée. Alors, je ne sais pas si vous avez des choses à ajouter avant qu'on en fasse la proposition. Sinon, j'aurais besoin de quelqu'un qui en fasse, s'il vous plaît. Monsieur le maire, si vous permettez. Oui, allez-y. Alors, j'aimerais ajouter 2 points à l'ordre du jour. Oui. Le premier serait une demande au MTQ, en fait au ministère des Transports et de la mobilité durable, pour donner le nom complet, pour la réduction de la vitesse sur la rue Chapado. Excellent. Et le deuxième point serait appui à la concurrence dans le domaine de l'épicerie. Étant donné qu'on est au stade de l'adoption de l'ordre du jour, j'aimerais rappeler qu'il y a des décisions des tribunaux qui affirment que lorsqu'on vient à ajouter un point à l'ordre du jour, ce n'est pas nécessaire d'avoir le consentement de la majorité des membres du Conseil pour le faire. Alors, de notre propre initiative, des membres du Conseil peuvent faire inscrire un point à l'ordre du jour. Le but d'un ordre du jour dans une séance du Conseil municipal, c'est de déterminer l'ordre des points qui seront discutés, mais pas d'en restreindre le nombre. Et donc, si les membres du Conseil souhaitent se positionner contre un de ces points-là, ils et elles auraient l'occasion de le faire au moment de débattre de la question et de se positionner. Mais donc, je pense que ce serait important que ces points-là seraient ajoutés à l'ordre du jour. Dans le cas contraire, je pense que ça viendrait un peu être quelque chose d'antidémocratique. Alors, je vais vous demander tout simplement, premièrement, le premier point, qui est la demande au MTQ pour la réduction de la vitesse sur la rue Chapado. Monsieur le greffier, je vais vous demander, comme M. Laplante le précise, de l'ajouter à l'ordre du jour. Lors de ce point-là, lorsqu'on va arriver à ce point-là, je vais permettre aux membres du Conseil d'accepter ou non qu'il y a une discussion qui se fasse à l'égard de ces points-là. D'accord? Alors, je vous demanderai d'ajouter ces 2 points-là. On va les mettre dans les affaires nouvelles. Et rendu à cette étape-là, on verra si on accepte de débattre sur ces points-là à l'ordre du jour. C'est bien ça? Bien, en ce moment, après ça, il y aurait peut-être une discussion, à savoir, une fois que le point est inscrit à l'ordre du jour, s'il doit y avoir une discussion, parce que notre règlement prévoit quand même une période de débat et de discussion. Je ne suis pas sûr qu'on pourrait procéder de cette façon-là. Mais pour l'instant, ce que je dirais, ajoutons-le, comme vous le dites, à l'ordre du jour. Puis après ça, on pourra avoir les ajustements nécessaires s'il y a lieu. Exactement. Parfait. Alors, on procède de cette façon-là. Monsieur le greffier, il n'y a pas de problème pour vous? C'est quoi le deuxième point, s'il vous plaît? Le premier point est la demande au MTQ pour la réduction de la vitesse sur la rue Chapado. Et le deuxième point est appui à la concurrence dans le domaine de l'épicerie. Alors, j'aurais besoin de quelqu'un, s'il vous plaît, qui propose l'adoption de l'ordre du jour tel que modifié. Je propose. Bon, merci. M. McNaughton, pour vous, ça va également? Oui. Mme Anglard? Oui. Mme Côté? Oui. Et Mme Langlois? Oui. Alors, il est proposé par M. Jérémy Laplante et adopté à l'unanimité d'adopter l'ordre du jour tel que modifié. Ce qui nous mène maintenant au point numéro 4, dépôt de documents et correspondance. On parle de la mise à jour, déclaration pécuniaire de M. Christian Grenier au siège numéro 6. En fait, c'est que M. Grenier nous a fourni tout simplement une information concernant son travail, comme quoi il y avait des changements. Alors, il faut que ce soit tout simplement noté auprès de notre Assemblée. Le deuxième point, c'est la participation à la Ville, la Semaine québécoise du trouble de développement du langage, au TDL. J'ai une petite note là-dessus qui était quand même intéressante. En fin de compte, c'est tout simplement souligner tous les gens qui ont des difficultés d'élocution. Alors, il y a une semaine maintenant qui marque cette période-là. Alors, on a eu tout simplement ce document-là qui nous a été fourni. Alors, je pense que ça vaut la peine de le souligner également. On est maintenant rendu au point numéro 5, qui est l'approbation des procès-verbaux antérieurs, le 5.1. Séance ordinaire du 12 mai 2025. Considérant les membres du Conseil ont individuellement pris connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 mai 2025. Considérant que les membres du Conseil renoncent à la lecture du dit procès-verbal, il est proposé par et résolu à d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 12 mai 2025. Et vous savez que conformément à l'article 133, l'alinéa 2 de la loi sur les cités civiles, le greffier est dispensé la lecture des procès-verbaux, des copies ayant été remises à chaque membre du Conseil plus de 24 heures à l'avance. Alors, j'aurais besoin de quelqu'un qui en fasse la proposition, s'il vous plaît. Je propose. Madame Anglaire, je vous remercie. Monsieur McNaughton, pour vous, ça va également? Oui. Monsieur Laplante? Oui. Madame Côté? Oui. Et Madame Langlois? Oui. Alors, il est proposé par Mme Nancy Anglade, résolu à l'unanimité d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 12 mai 2025. 5.2, la séance extraordinaire du 21 mai 2025.
Alors, considérant que les membres, encore une fois, les membres du Conseil ont individuellement pris connaissance du procès-verbal de la séance extraordinaire du 21 mai 2025, considérant que les membres du Conseil renoncent à la lecture du dit procès-verbal, il est proposé par résolu A d'adopter le procès-verbal de la séance extraordinaire du 21 mai 2025, comme vous le savez, conformément à la loi, à l'article 333, l'alinéa 2 de la loi sur les cités et villes. Alors, le greffier dispensé la lecture des procès-verbaux des copies ayant été remises à chaque membre du Conseil plus de 24 heures avant la séance. J'aimerais quelqu'un qui en fasse la proposition, s'il vous plaît. J'en ferai la proposition. Je vous remercie. Monsieur McNaughton, pour vous également, ça va? Oui. Madame Anglehart aussi? Oui. Monsieur Laplante? Oui. Et Madame Langlois? Alors, il est proposé par Madame Marie-André Côté et résolu à l'unanimité d'adopter le procès-verbal de la séance extraordinaire du 21 mai 2025. Administration générale et finances, au point 6, 6.1, adoption des comptes à payer. Alors, il est proposé par et résolu A des conseillers présents que les comptes à payer pour le mois de mai 2025, qui est d'un montant de 324 126,69 soient approuvés pour paiement. Alors, j'ai des petites informations là-dessus concernant ces paiements-là. On va toujours avec une liste de certains paiements qui ne sont pas récurrents ou qu'on ne voit pas tous les mois. On a eu un montant à payer de 3 449 $. Ça, c'était, vous vous souvenez que la Zamboni à l'Arena, au complexe sportif, était défectueuse. Alors, on a fait une location avec la Zamboni de la ville de Chandler. On les remercie d'ailleurs. 3 494 $ aussi chez Hassels et Lepage, qui était la conclusion de tout ce qu'on a eu comme entente de travaux qui étaient faits avec les ententes au niveau du syndicat. Alors, ça, c'est terminé. On a un montant de 4 593 $ chez Raymond Chabot. On paye ça pour la loi 25. Vous savez que le contrôle de la confidentialité, c'est obligatoire, c'est une loi, c'est la firme de chez Raymond Chabot qui s'en occupe. Un autre paiement également de 4 878 $, encore une fois chez Raymond Chabot. Ça, c'est pour les vérifications 2024, les audits qui ont été faits. Alors, on devait régler ça également. Et enfin, j'ai noté également, on en avait déjà parlé, mais le chèque n'avait pas encore été changé pour l'école La Source, le montant de 5 000 $ qui avait été recueilli lors de l'événement d'Océanie de Rimouski et des Saguenay de Chicoutimi en septembre dernier. Ce qui fait que ces montants-là représentent un montant de 22 265 $ qui nous donne un mois de 301 861. C'est quand même pas si mal dans les conditions actuelles, compte tenu des coûts exagérés. On se situe quand même dans une zone quand même intéressante. Et vous comprendrez que tantôt, vous allez voir avec l'état des états financiers, quand même, ça va quand même assez bien. Alors, si vous n'avez pas de questions ou d'arguments, j'aimerais avoir quelqu'un, s'il vous plaît, qui en fasse la proposition. Je vous remercie. Madame Anglehart, pour vous, ça va également? Oui. Monsieur Laplante? Oui. Madame Côté? Oui. Et Madame Langlois? Oui. Alors, il est proposé par M. Louis-Alexandre McNaughton et résolu à l'unanimité que les comptes à payer pour le mois de mai 2025, soit d'un montant de 324 126,69 $, soient approuvés pour paiement. Au 6.2, suivi du budget mensuel mai 2025, alors il est proposé par et résolu A des conseillers présents que le rapport des états des activités financières en date du 31 mai 2025 soit approuvé. Encore une fois, ça va bien. C'est plaisant de voir qu'on avance comme ça parce qu'on devrait être normalement à 41 % de notre budget et on est à 31,15 %. Alors, ça va quand même relativement bien pour le moment. On va essayer de garder la route comme ça puis terminer ça en beauté, si c'est possible, dans la mesure du possible, de garder cette vitesse de croisière-là. Alors, en général, ça va bien. Toujours des postes, des fois, qui coûtent un peu plus cher, d'autres postes qui coûtent un peu moins cher, mais sur le plan administratif, ça va bien. Alors, j'aurais besoin de quelqu'un, si vous n'avez pas de commentaires, qui en fasse la proposition, s'il vous plaît. Je propose. Je vous remercie. Monsieur McNaughton, ça va également? Oui. Madame Anglehart? Oui. Oui. Monsieur Laplante? Oui. Et Madame Côté? Oui. Alors, il est proposé par Madame Sandra Langlois et résolu à l'unanimité que le rapport État des activités financières en date du 31 mai 2025 soit adopté. On est rendu au point 7, qui est l'affaire des contribuables. Alors, fidèle à notre habitude, je vous invite, si vous avez des commentaires, à vous joindre à nous, tout simplement. Oui. Salut tout le monde. Vu que mon message s'adresse à la population, je vais prendre la peine de me présenter. Je m'appelle Dominique Briand, je suis le directeur du service culture et patrimoine à la ville de Passepébiac. Dernièrement, il y a certaines personnes qui ont émis des questionnements par rapport aux activités du centre culturel, donc je vais faire une mise au point là-dessus. Premièrement, le centre culturel n'est pas un bar. Le centre culturel n'est pas non plus un restaurant. Je vais vous expliquer un petit peu le fonctionnement du centre culturel en vous mentionnant aussi que les arénas ont des bars, ça reste des arénas. Les centres d'achat ont des bars, ça reste des centres d'achat. Évidemment, il y a un bar au centre culturel, mais ça reste un centre culturel. Un centre culturel n'a pas le loisir de faire des activités comme il veut, quand il veut. On doit demander des permissions, on doit demander des permis de réunion. Permis de réunion qui est associé à certaines dates pour lesquelles on doit présenter une programmation, dates pour lesquelles il doit y avoir des événements qui se passent
dans nos établissements. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, la ville de Passepébiac ne possède pas, pour la même raison, ne possède pas de permis d'alcool. C'est pas comme ça que ça marche. Donc, en ayant des permis de réunion, la ville de Passepébiac peut servir de l'alcool aux dates mentionnées selon la programmation. Et comme on n'a pas de permis d'alcool en tant que tel, les mineurs sont aussi permis. Hein, que c'est dans la salle ou que c'est en haut. On a beau appeler ça un bar, on peut l'appeler le foyer 2, on peut l'appeler la salle B. Ça reste un endroit où on va diffuser beaucoup de spectacles. Maintenant, je vais m'exprimer sur ce qui se passe, puisqu'on a été un peu, disons, je suis tenté de dire, un peu accusé d'être en compétition avec d'autres commerçants à Passepébiac. Je vais vous exprimer de quelle façon ce n'est pas du tout le cas. Si on parle de nos 5 à 7 du jeudi, les 5 à 7 du jeudi ont une fonction qui est, je considère, très importante pour la population. Je l'ai mentionné quand j'ai passé mon entrevue pour avoir ce poste-là. J'avais comme mandat, en tout cas, je me donnais comme mandat de développer le centre culturel comme étant un lieu de rassemblement où les gens de Passepébiac peuvent justement se rassembler, peuvent s'informer sur notre programmation. Les 5 à 7 servent aussi dernièrement, on a reçu le salon de l'entrepreneuriat où des jeunes entrepreneurs ont pu démontrer leur savoir-faire. Le dernier 5 à 7 de jeudi dernier, on a reçu l'artiste Bruno Mainville qui a pu présenter son projet, qui a pu faire le tour des tables, puis justement s'exprimer sur ce qui s'en vient, sur un projet que vous allez voir les développements de ce projet-là dans les semaines, les mois, même les années à venir. C'est un projet qu'on va développer un peu plus au cours de l'été. Ça, c'est une chose pour les jeudis. Soit dit en passant, c'est un événement qui marche vraiment très, très bien. Les gens de Passepébiac adorent ces événements-là. Puis, c'est un plus pour Passepébiac. Cette heure, on va parler des samedis spectacles. Jamais, moi, ça fait 11 ans que je suis là, j'étais directeur technique avant, jamais la ville de Passepébiac, jamais le centre culturel aura eu une programmation aussi chargée. Je pense que j'ai très souvent souligné les bons coups de l'ancienne administration, mais force est d'admettre que ça, c'est une lacune de l'ancienne administration de ne pas laisser à cette place aux artistes locaux. Je me suis donné comme mandat aussi à ce niveau-là de leur laisser la place. Autant qu'on va recevoir Sébastien Plante du groupe Les Respectables cet été, autant qu'on va recevoir Simon Gouache, autant qu'on a reçu les plus grands noms du milieu culturel au Québec, c'est pas plus important que M. Roger Lee Martin qu'on a reçu samedi passé. C'est pas plus important que le groupe Fauvel qu'on va recevoir samedi. C'est pas plus important que Yann Lévesque et Luc Lebrasseur, 2 gars de Passepébiac qui ont joué ici il y a environ 2 semaines de ça, avec une salle bondée. Les gens sont sortis de cette soirée-là en nous donnant la main, presque avec larmes à l'œil, en disant « C'est merveilleux les soirées qu'on passe, c'est tellement plaisant, c'est pas plus important que ces gens-là. C'est pas moins important non plus. Nous autres, on mise beaucoup sur l'accueil, sur la classe avec laquelle on veut recevoir les artistes. Puis évidemment, nos artistes locaux sont sur le même pied d'égalité que n'importe qui. Aussi, le mandat de présenter des spectacles, c'est l'événement principal. Les gens qui sont venus au samedi spectacle, vous le savez, quand le spectacle est fini, la soirée est finie. On n'essaie pas d'étirer la soirée. On ne fait pas rouler le bar jusqu'à 1h, 2h du matin. C'est pas vrai. Quand le spectacle est fini, la soirée est finie. Les gens sont libres d'aller finir leur soirée. Que ce soit au pub, que ce soit au Triangle d'Or, que ce soit n'importe où dans Passepébiac. Je pense qu'on ne rentre pas en conflit avec personne. On fait juste remplir notre mandat d'entité culturelle, c'est-à-dire de diffuser du spectacle. Donc, à ce niveau-là, je pense qu'on remplit bien notre mandat. On a une équipe qui travaille très fort. D'ailleurs, Lise est là ce soir. Je suis content de voir Lise parce que Lise travaille extrêmement fort, justement, à la philosophie qu'on veut apporter, l'accueil qu'on veut apporter, la classe qu'on veut apporter. Puis pour ceux qui auraient des questionnements sur les activités du centre culturel, je peux passer un petit message. C'est pas avec de la broche que vous allez attacher vos trucs, c'est avec de la chaîne. Parce que où ce que je m'en vais, c'est Passepébiac à tout. C'est juste un début. Passepébiac a le bâtiment, Passepébiac a la ville pour devenir une plaque tournante du milieu culturel en Gaspésie. Moi, c'est exactement vers ça que je m'en vais. On va développer beaucoup de choses dans les prochaines années. Je ne veux pas rien dévoiler. Il y a un nouveau festival qui s'en vient, un festival qui va permettre d'amener de l'argent dans Passepébiac, qui va permettre à tous les commerçants d'en profiter. Bref, on a un plan. Le plan, il est juste à son début. On va le développer avec les années à venir.
C'est ce que j'avais à dire pour les activités du Centre culturel. Vous êtes évidemment les bienvenus. Merci beaucoup. Je vous remercie. D'autres commentaires? Oui. Bonsoir. Oui, bonsoir. D'abord, j'aimerais remercier M. Briand pour son intervention. Là. Ça fait du bien d'avoir les pendules à l'heure. là. Mais ma question, ça fait longtemps que je voulais la poser, c'est rapport à ça. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas de temps à autre là, des réunions, là, je ne dis pas toutes les réunions, que les autres directeurs viennent nous donner leur point de vue, comme M. Briand en fait, là, où est-ce qu'on s'en va avec ça, puis on a d'autres des directeurs dans d'autres domaines. Là. Anciennement, on avait un directeur, M. Hort, là, pas parce que je suis un Hort, là, mais lui, là, il venait puis donnait les comptes rendus, puis regarde, là, au moins on sait ce qu'on va là, vraiment, là, où est-ce qu'on se dirige. Je pense qu'on devrait demander, Monsieur le directeur général, demander aux sous-directeurs là, qui viennent là, nous donner des comptes rendus comme M. Briand en fait. Excellent. Très bonne idée. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des gens qui ont d'autres interventions? Sinon, on va continuer. Alors, je vous remercie. Merci, M. Hort. Merci, M. Briand également. Et c'est ça. Alors, c'est sûr qu'on essaie d'apporter une nouvelle couleur chez nous. On essaie de vous faire vous approprier le plus possible les lieux. Excusez, je prends même pas 30 secondes. C'était juste pour mentionner que ce qui se passe présentement à Passepébiac, on n'invente rien. Là. On n'invente rien. Carleton a une formule comme celle-là. Bonaventure, Port-Daniel, Chandler, Grande-Rivière, Percé, Gaspé, Lens-au-Griffon. Bref, faites le tour de la Gaspésie. Le type de spectacle qu'on propose, c'est rien d'innovant. C'est juste une mise à niveau de ce qu'on fait présentement. Alors, je vous remercie. On est maintenant rendu au point 8, qui est le dépôt de projet de règlement 2025-551 régissant l'installation de l'entretien des compteurs d'eau sur le territoire de la ville de Passepébiac. Alors, attendu que dans le cadre de la stratégie québécoise d'économie d'eau potable, le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, le MAMACH, exige l'installation de compteurs d'eau dans les immeubles industriels, commerciaux et institutionnels. Attendu que le MAMACH exige également que la Ville effectue un échantillonnage afin d'évaluer la consommation d'eau dans les immeubles résidentiels par le biais de l'installation de compteurs d'eau dans les immeubles sélectionnés. Attendu qu'un avis de motion a dûment été donné par la conseillère Mme Nancy Englehart le 12 mai 2025 et qu'un projet de règlement est déposé, séance tenante. Alors, le projet de règlement est déposé sous la cote 2025-07 et des copies ont été remises à la disposition du public. Si je ne me trompe pas, je vous remercie. Au point 9, projet... Oui? Si vous me permettez quelques commentaires sur le dépôt du projet de règlement? Oui, allez-y. Oui. Alors, c'est quand même un projet important. Puis, comme ça a été mentionné par le passé, c'est un projet de règlement où les compteurs d'eau seraient obligatoires pour le secteur non résidentiel, donc pour le commercial et l'industriel. Mais ce n'est pas une décision de la Ville de Passepébiac à proprement parler, c'est une obligation du gouvernement du Québec. Et c'est une obligation du gouvernement du Québec dans le sens où si on ne le fait pas, ça viendrait couper nos subventions pour l'eau potable. Et c'est quelque chose qui coûterait excessivement cher si on venait à se faire couper nos subventions pour l'eau potable parce que c'est quelque chose qui nous coûte justement très cher. Alors, c'est pour se conformer à une obligation gouvernementale. Et on vise d'abord et avant tout le secteur industriel, le secteur commercial, donc le non résidentiel. Donc, tous les établissements dans cette catégorie-là seraient visés par l'installation de compteurs d'eau. Pour ce qui est du secteur résidentiel, là, il faudra voir exactement comment ça va être fait. Ce serait un échantillon de compteurs, encore là une obligation gouvernementale, un échantillon de compteurs d'eau qui serait installé. Et le but serait, non pas, dans le secteur résidentiel du moins, non pas de mesurer la consommation de chaque résidence, mais de mesurer une moyenne de la consommation des résidences pour avoir des statistiques. Donc, au niveau résidentiel, ce projet de règlement-là, les obligations du gouvernement, on est purement à des fins statistiques pour que la Ville soit capable d'orienter ses interventions en matière d'économie d'eau potable. Maintenant, le projet de règlement qu'on a sur la table, essentiellement, ça vise à prévoir comment exactement se fait l'installation. C'est très technique. Il y a une partie de ce projet de règlement-là qui prévoit que pour le volet tarification, éventuellement, le Conseil pourrait prendre une décision à chaque fois qu'on décide plutôt le règlement de tarification lors du budget. Là, on pourrait décider s'il y a un tarif ou non
pour le secteur non résidentiel, mais on n'en est pas rendu là. Donc, il n'y a aucun tarif qui est prévu dans ce projet de règlement-là. Il n'y a pas de paiement quelconque pour qui que ce soit, non résidentiel ou résidentiel. Il n'y a personne qui paye dans ce projet de règlement-là. C'est vraiment pour régir la partie installation. Étant donné qu'on parle d'eau potable, permettez peut-être aussi de faire une mise au point sur ce sujet-là. Il y a des personnes qui se posent des questions en ce moment, à savoir, bon, Passepébiac, niveau eau potable, est-ce que nos réserves sont bonnes? C'est quoi un peu le portrait? Nous, au Conseil, l'information qu'on a reçue, c'est que Passepébiac a une très bonne source d'eau potable. C'est une source d'eau souterraine qui est disponible en très grande quantité. Vraiment, là, on en a pour des années et des années, des décennies, sinon des siècles. Donc, il n'y a aucun enjeu de pénurie d'eau potable à Passepébiac de ce qu'on sait. Et d'ailleurs, là, le projet d'alimentation avec New Carlisle a fait beaucoup jaser, mais en réalité, Passepébiac a tellement fait d'économies d'eau potable dans les dernières années, puis les projets d'aqueduc et d'égouts, je pense, ont beaucoup aidé pour économiser de l'eau potable parce qu'il y avait beaucoup de bris sur le réseau. Bien, on a tellement économisé d'eau qu'on peut, avec l'eau économisée, alimenter la municipalité de New Carlisle au complet ou presque au complet. Alors, essentiellement, on va alimenter en eau 2 municipalités éventuellement avec la consommation de ce que Passepébiac faisait avant. Donc, on a déjà fait des bons progrès dans les dernières années en matière d'économie d'eau potable, mais on n'est pas assez performant aux yeux du gouvernement. Et c'est pour ça qu'on se fait imposer, comme d'ailleurs, je pense que la ville de Chandler, c'est la même chose, il y a d'autres municipalités, cette obligation-là d'avoir des compteurs d'eau qui, essentiellement, vont servir à des fins statistiques en premier lieu. Et après ça, il faudra voir comment ça va évoluer. Pour l'instant, il n'y a pas d'intention de tarif ou quoi que ce soit. C'est quand même une bonne chose qu'on va avoir des mesures comme ça qui vont nous permettre d'orienter nos démarches pour l'économie d'eau potable parce que malgré le fait qu'on a une bonne réserve d'eau souterraine, l'eau, ce n'est pas une ressource illimitée. Hein, ça se renouvelle très lentement, les sources d'eau souterraines. Là, ça dépasse largement l'échelle de nos vies. Alors, si on en consomme trop rapidement, éventuellement, ça pourrait créer des problèmes, mais pour d'autres générations. Et également, ce n'est pas gratuit non plus, pomper de l'eau. Donc, moins on en pompe, mieux notre portefeuille se tient. Alors voilà, je vais juste regarder mes notes, voir s'il n'y a pas d'autres éléments que je voulais mentionner. Alors oui, vous pouvez peut-être vous poser la question, à l'avenir, quelles pourraient être les interventions que la Ville pourrait poser pour favoriser l'économie d'eau potable? Alors, ce qui inquiète souvent les gens, c'est ce qui pourrait avoir une tarification de l'eau. Je pense que dans ce règlement-là, ce n'est pas prévu. En fait, dans ce règlement-là, ce n'est pas prévu. Je ne pense pas que c'est l'intention de la Ville de le faire, certainement pas dans le milieu résidentiel, mais les autres interventions qu'on peut faire pour économiser l'eau potable, on parle par exemple de sensibilisation. Hein, si on a des compteurs d'eau dans le domaine commercial et industriel, s'il y a des grands consommateurs d'eau qui en consomment trop, on peut leur donner un avis, dire faites attention, puis essayer de faire certaines mesures. C'est ce que les compteurs d'eau pourraient permettre de faire. Également, éventuellement, la Ville pourrait subventionner des équipements qui permettent l'économie d'eau potable. Éventuellement, des personnes qui consomment de l'eau de façon abusive dans les établissements visés par des compteurs pourraient éventuellement, je ne sais pas, recevoir des amendes. Alors, c'est ce genre d'intervention qui pourrait avoir lieu, mais donc je tiens à réitérer, il n'y a pas à craindre, à s'inquiéter qu'à cause des compteurs d'eau, que là, soudainement, vous allez devoir payer à la maison votre eau potable. Alors, ce n'est pas du tout ça l'objectif du gouvernement et je ne pense pas non plus que c'est l'objectif du Conseil. Évidemment, ça pourrait être une possibilité un jour qu'un conseil adopte un règlement, ce serait dans le pouvoir de la Ville pour le faire du côté industriel et commercial, mais donc ce n'est pas dans les intentions. Cela dit, c'est quand même une question sensible. Et vu que c'est une question sensible, j'aimerais quand même rappeler qu'il y a quelques mois de ça, autour de cette même table, j'avais proposé la création d'un comité consultatif en environnement. Et je pense que si ce comité-là avait existé aujourd'hui, ça nous aurait permis de consulter les gens et de discuter avec les gens de ces questions-là un peu sensibles et peut-être de mieux réussir notre coup. Alors, je relance l'idée des fois que le Conseil voudrait avoir ce comité-là. Et voilà, c'est la clarification que j'avais à faire pour ma part. Merci. Aussi, je dois préciser que j'avais quand même précisé certaines informations que vous avez données. Soit dit en passant, c'est pas que je veux étirer ou ne pas étirer les rencontres, là. On en avait déjà parlé. Puis il n'y a rien qui empêchait d'avoir un comité, même s'il n'était pas par résolution également pour travailler là-dessus, sauf qu'on verra dans les mois à venir ou dans les semaines à venir.
Le point 9 maintenant, dépôt de projet de règlement 2025-552, la de régie interne du conseil municipal. Considérant que la Ville désire se doter d'un règlement de régie interne de son conseil municipal, attendu qu'un avis de motion a dûment été donné par le conseiller M. Jérémy Laplante le 12 mai 2025 et qu'un projet de règlement est déposé, séance tenante. Considérant que la Ville a reçu 3 projets de règlement, entre autres celui de la FQM, d'un membre du conseil municipal de la Ville, ainsi que celui d'une autre ville dans la MRC de Bonaventure, comme proposition pour fin de comparaison. Considérant que toute autre proposition pourrait également faire l'objet d'une étude afin que ce futur règlement soit à la hauteur de nos attentes et exigences, le projet de règlement, bien entendu, il est déposé sous la cote 2025-08 et des copies ont été remises à la disposition du public. On est maintenant rendu... Oui. Si vous me permettez, quelques explications par rapport au dépôt de projet. Vous pouvez y aller. Oui, merci beaucoup. Comme M. le maire vient de l'expliquer, il pourrait avoir à l'avenir d'autres dépôts de projets de règlement de régie interne. Simplement, celui-là, c'est une version que j'ai préparée et que j'ai déposée, que je dépose aujourd'hui, là, conformément à l'avis de motion que j'avais donné au mois de mai. Alors, pour qu'on se comprenne, qu'on ne se perde pas dans les nuages ici, un règlement de régie interne, c'est un règlement qui sert à déterminer comment fonctionne le conseil municipal. Toutes les règles des séances et tout ça, c'est prévu dans un règlement comme ça. Et depuis décembre 2024, c'est obligatoire d'en avoir un. Hein, on en a déjà un à Passepébiac, mais il est un peu passé date et à certains égards, même, il ne respecte plus la loi. Et donc, il faut faire des modifications. Là, la question maintenant, c'est comment on veut le modifier. Et là, il pourrait peut-être avoir des versions divergentes là-dessus, mais on verra. Il faut faire un changement. Chose certaine. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans un règlement comme ça, il y a une partie des règles qui nous sont imposées par le gouvernement du Québec et une autre partie des règles qu'on peut déterminer nous-mêmes comment on fonctionne. On a quand même une bonne marge de liberté pour voir comment nos procédures sont faites. Et étant donné qu'on doit adopter un nouveau règlement, j'ai travaillé sur un projet qui réformerait quand même beaucoup comment le conseil municipal fonctionne. Et je souhaite qu'on utilise notre marge de manœuvre pour rendre le conseil plus démocratique et plus transparent. Et l'outil parfait pour le faire, c'est le règlement de régie interne. Alors, je ne sais pas si en bout de ligne, le conseil va accepter le projet. Je ne sais même pas si je vais le soumettre au vote formellement d'ici la fin du mandat. Mais aujourd'hui, j'ai envie de vous expliquer, de vous proposer concrètement comment je pense que le conseil pourrait fonctionner à l'avenir. Ou en tout cas, du moins, j'en fais une proposition initiale. C'est un projet de 13 pages, je ne le lirai pas au complet, c'est très technique, c'est long, mais il y a des éléments centraux qui, je pense, méritent d'être soulignés. Et donc, premièrement, dans ce projet de règlement-là, je souhaite que les citoyens soient plus libres de s'exprimer. Il y aurait donc 2 périodes de questions pendant toutes les séances, incluant lors des séances extraordinaires, une au début et une à la fin, ce qui se fait déjà pendant nos séances ordinaires. Par contre, dans ce projet-là, les 2 périodes de questions seraient désormais de 30 minutes chacune plutôt que 15. À ce sujet, les tours de parole seraient limités à 10 minutes par citoyen, à moins que personne d'autre n'ait de questions à poser dans ces 30 minutes. Dans ce cas-là, la personne pourrait continuer, mais donc on aurait là des tours de parole équitables, on pourrait avoir une diversité de points de vue. Et lors des séances extraordinaires, la 2e période de questions ne serait plus limitée au sujet à l'ordre du jour, donc ce serait possible de poser des questions sur n'importe quel sujet d'intérêt public municipal. Alors évidemment, ce ne serait pas de poser des questions sur la game de hockey du Canadien ou quoi que ce soit. Deuxièmement, je souhaite que les élus soient plus libres de s'exprimer. Donc, ce serait désormais possible pour un conseiller ou une conseillère d'ajouter un point à l'ordre du jour sans obtenir l'accord de la majorité du conseil. Ça permettrait de discuter de plus de points, d'en débattre au besoin. Puis après ça, comme d'habitude, la majorité pourrait décider si c'est accepté ou si c'est refusé. Hein, je le disais un peu tout à l'heure, notre façon actuelle de procéder, qui est de voter à la majorité, quoique c'est pas comme ça qu'on a procédé tantôt, mais en général, qui est de voter à la majorité pour ajouter un point à l'ordre du jour ou non, c'est quelque chose qui est fort probablement illégal et certainement antidémocratique, et je pense qu'on devrait clarifier ça dans un règlement. Troisièmement, je souhaite également que le conseil municipal soit plus transparent. Et pour ça, il y a 2 éléments majeurs dans le projet de règlement. Le premier, je pense que c'est le plus important de tous, c'est la création d'un comité plénier du conseil, c'est-à-dire un comité de travail formé de tous les membres du conseil. En d'autres mots, c'est le conseil au complet réuni en rencontre de travail. Ce qui est important à préciser, c'est que pour favoriser la transparence dans ce projet-là,
Le comité pourrait également se réunir en public, sans nécessairement être filmé, comme ce soir lors d'une séance, mais faire ces rencontres-là en public, parfois en privé aussi. Il y a des sujets qui sont relativement sensibles et confidentiels. On pourrait continuer de se réunir en privé, mais de temps à autre, on pourrait avoir une formule plus flexible où on pourrait dialoguer ensemble, les membres du conseil, devant le public, et ça pourrait permettre un meilleur échange d'informations et une réflexion collective sur certains sujets. Une forme de consultation, peut-être aussi. C'est quelque chose qui se fait dans d'autres villes et ça permet, dans les villes où ça se fait, un énorme gain de transparence qui vient renforcer la participation des citoyens et aussi la confiance des citoyens envers le conseil municipal et envers les élus. Actuellement, là, la différence entre une séance, un comité de travail, un comité plénier, vous savez, actuellement, on est dans une séance, le conseil décide. On discute un peu aussi, mais on décide surtout et on vote. C'est très formel. Il y a des règles très encadrées pour ça. Un comité plénier, c'est beaucoup plus souple et ça permet d'arriver sans nécessairement avoir des positions ou des décisions déterminées d'avance. On est vraiment dans la délibération, dans la discussion. Et on est au début du processus de décision, pas à la fin, comme dans une séance du conseil. Et évidemment, ce n'est pas une formule qui est totalement nouvelle, là. On a déjà des réunions de travail avant d'arriver ici qui nous permettent de s'informer, de discuter, de réfléchir des questions. Mais l'enjeu, c'est que ces rencontres-là sont sans exception et toujours en privé et en huis clos. Et donc, la modification qui est proposée par ce règlement-là, c'est que parfois, le conseil pourrait également faire cet exercice-là en public. C'est ce que je souhaite souligner. Donc, ce comité plénier serait convoqué par le maire et ces réunions pourraient être publiques, soit privées, et il continuerait d'avoir des séances du conseil comme ce soir, ce qui est une obligation de la loi. Évidemment, on ne veut pas s'en débarrasser, mais donc c'est une corde de plus à notre arc, c'est un outil de plus dans notre boîte à outils. Le deuxième élément majeur pour favoriser la transparence serait que pendant les assemblées du mois, il y aurait un moment réservé pour que le conseil discute de sujets X, Y, Z, sans pour autant prendre de décision tout de suite. Et encore là, ce serait pour mieux informer les citoyens, se donner le temps de les consulter et d'être transparent et non pas arriver devant le fait accompli à la fin de la séance. Aussi, les séances extraordinaires seraient filmées. Alors, ce soir, on est en séance ordinaire, mais nos séances extraordinaires ont lieu parfois aussi et ne sont pas filmées actuellement. Et la seule exception qui permettrait de ne pas filmer une séance extraordinaire, ce serait que la convocation ait lieu à moins de 48 heures d'avance. Alors, si une réunion est vraiment convoquée de dernière minute, bien là, on comprend qu'on ne peut pas nécessairement avoir la caméra disponible en un claquement de doigts. Alors, ce serait une petite exception. L'ordre du jour des séances devrait être publié en avance sur le site Internet de la Ville, dans 8 heures en avance au minimum dans le cas des séances ordinaires. Et l'ordre du jour devrait aussi être publié pour ce qui est des séances extraordinaires, ce qui est, je pense, à peu près jamais le cas. Et ils ne sont même pas annoncés actuellement par la Ville au public, alors que c'est des séances tout aussi publiques, une séance ordinaire. Alors, le règlement viendrait dire que la Ville est obligée d'informer ses citoyens qu'il y a une séance extraordinaire. Quatrièmement, et pour finir, je propose une série de modifications diverses. D'abord, il y aurait des règles sur le respect et la civilité, des règles aussi pour encadrer la participation à distance des élus aux séances du Conseil. Ces deux éléments-là sont rendus obligatoires par le gouvernement du Québec, là, puis il y a une série de règles pour ça. Mais donc, on n'a pas le choix d'ajouter ça à notre règlement. Pour le reste, le projet de règlement viendrait clarifier nos procédures en prévoyant une place fixe pour les élus autour de la table, une place assignée. Il y a un mot du maire qui serait ajouté en plus des rapports des conseillers, etc., etc., etc. Et donc, ça fait pas mal le tour. C'est sûr qu'il doit rester encore quelques correctifs mineurs à faire au projet avant une éventuelle adoption. On n'est pas pressé pour le faire non plus. Mais je crois qu'on a quelque chose de bon entre les mains. Et je me suis inspiré de notre règlement actuel, de Carleton-sur-Mer, de Québec et aussi d'un modèle de la Fédération québécoise des municipalités qui est d'ailleurs très bien fait. Donc, bref, j'invite les élus, les citoyens intéressés, vous avez vu la copie, les personnes qui sont dans la salle, à lire le projet en détail. Je pense qu'on ferait d'énormes progrès démocratiques en allant dans cette direction. Et si le conseil actuel ne l'adopte pas, j'espère quand même de tout cœur qu'il sera adopté par le prochain conseil. Là, peu importe qui sera assis autour de la table, moi, je fais don de ce travail-là. Je pense que c'est vraiment un projet qui nous permettrait d'avancer. Alors, je vous remercie. Alors, je vous remercie. Oui. J'aimerais ajouter un commentaire. Allez-y donc. Je serai un peu plus brève. On parle ici d'obligation que la Ville a de revoir ses règles de régie interne. Ce n'est pas parce que la Ville ne va pas bien.
Le fonctionnement de nos réunions s'est toujours bien déroulé. Nous avons toujours donné le droit de parole aux citoyens. Ces rencontres se sont toujours déroulées dans le respect et la transparence. Donc, nous sommes à la fin de notre mandat. Je pense que la prochaine administration devrait s'occuper de ce changement afin qu'elle ressente une certaine aisance avec ces nouvelles règles. Si je regarde ça, à part d'ajouter des rencontres à distance et de favoriser des débats publics, l'entièreté des règles pourrait demeurer les mêmes. Personne ne va réinventer la roue ici, là. Je vous remercie. Merci, M. Laplante. Merci, Mme Langlois. Écoutez, je ne m'attendais pas à ça. C'est bien correct. Moi, je dois vous dire que depuis 3 ans et demi, je n'ai pas de problème jusqu'à maintenant. Puis je considère avoir de la transparence avec tout le monde. Comme je vous ai dit en début de mandat, ma porte est toujours ouverte. Alors, il s'agit d'appeler pour me voir, mais je considère quand même les propos de chacun d'entre vous. Alors, on est rentré maintenant au point 10, qui est l'adjudication de contrat en lien avec l'appel d'offres AO-25-07, qui est la réfection de la rue Saint-Pédis, le lot 2. Alors, entendu que le directeur général de la Ville à Dumas est autorisé, par voie de résolution, dont le numéro est le 2025-05-100, à déposer par appel d'offres via le système électronique d'appel d'offres du gouvernement du Québec, le SEAO, le contrat pour l'exécution des travaux du lot 2, dont le remplacement de 2 ponceaux circulaires sur la rue Saint-Pédis, remplacement des conduits, des services d'égout et de l'aqueduc, mise en place de murs de soutènement, mise en place d'une structure de chaussée et d'enrobés bitumineux, reconstruction de trottoirs, pose de nouvelles glissières de sécurité, ainsi que divers travaux connexes et réparation des arrières. Attendu que M. Michael Denis, inspecteur en bâtiment et environnement et coordonnateur de projet, a procédé à l'ouverture de 4 soumissions reçues physiquement en présence de témoins le 27 mai 2025 à 11 h, dont le groupe La Palme Incorporé, pour un montant de 2 443 080 et 21 taxes incluses. Excavation Bourgoin-Dickner Incorporé pour 3 50 193 et 62 taxes incluses. Les entreprises Roy, Duguay et Associés, 2 448 975 et 98 taxes incluses. Et enfin, Action Projects Incorporé pour 2 723 812 et 2 sous, taxes incluses. Attendu que la firme Tetra Tech a procédé à l'analyse des soumissions déposées sur la base des documents administratifs soumis et après analyse de celle-ci, la firme n'a pas d'objection technique à ce que la Ville de Passepébiac octroie le contrat au plus bas soumissionnaire conforme, en l'occurrence le groupe La Palme Incorporé. Attendu que sur la base des coûts soumis par le soumissionnaire conforme, ces derniers sont inférieurs, soit une économie de 18 de l'estimation de Tetra Tech telle que présentée à l'annexe B. En analysant en détail la soumission, bien que certains items présentent des différences avec l'estimation, nous ne constatons pas de grands écarts entre eux. La soumission n'est pas déséquilibrée. Alors, il est proposé par et résolu-able d'adjuger le contrat AO-25-07 à Groupe La Palme Incorporé pour un montant de 2 443 080 et 21 taxes incluses. Ce projet, bien entendu, est financé par le PAVL redressement et par le règlement d'emprunt 2024-540. Alors, vous aurez compris, c'est la continuité des travaux de la rue Saint-Bédis. Le groupe La Palme s'est démarqué. On est content parce qu'en fin de compte, il a été beaucoup plus bas que l'estimé que la firme Tetra Tech nous avait démontré. Alors, il n'y a pas grand explication parce qu'on est au courant du projet. Hein. Vous savez que c'est commencé depuis l'été passé. Alors, on continue tout simplement ce même projet-là. Vous comprendrez aussi que c'était un projet qui avait été analysé par la firme Maxum en collaboration avec le ministère des Transports qui avait priorisé des sections des routes locales à Passepébiac. Alors, j'aurais besoin de quelqu'un qui en fasse sa proposition tout simplement, s'il vous plaît. J'en ferai la proposition. Je vous remercie. M. McNaughton, pour vous, ça va? Oui. Mme Anglehart? Oui. M. Laplante? Oui. Et Mme Langlois? Oui. Alors, il est proposé par Mme Marie-André Côté et résolu à l'unanimité d'adjuger le contrat A0-25-07 à Groupe La Palme Incorporé pour un montant de 2 443 080 et 21 sous, taxes incluses, et ce projet financé par le PAVL redressement et par le règlement d'emprunt 2024-540.
Le point 11, autorisation de l'avenant numéro 1, contrat de restauration de la bibliothèque municipale, la phase 2. Considérant les directives de changement numéro 3 à numéro 6 inclusivement, qui ont été émises et recommandées à la direction générale par Mme Marie-Josée Deschaines, architecte dans le projet de drainage à la bibliothèque municipale sous le numéro 22-1173D, considérant que ces directives de changement modifient la portée des travaux de l'entrepreneur dans le projet de drainage à la bibliothèque municipale sous le numéro 22-1173D. Considérant les directives de changement suivantes, on parle ici de certains changements. Directive de modification, la première, qui est la A03, c'est un drain exécutoire pour un montant de 8 254,50 $, taxes incluses. La directive, la deuxième, la 0A04, qui est le remblai de gravier pour un montant de 15 076,43 $. La directive de modification A05, la structure de béton, pour 3 655,47 $. Et enfin, la directive de modification A06, qui est une membrane, qui est un crédit de 2 389,18 $. Alors, il est proposé par Résolutoire d'autoriser la direction générale à approuver et signer l'avenant 01 du projet 2022-1173D, soit une augmentation de 24 597,22 $, taxes incluses, pour les directives de changement A03, A04, A05 et A06. Cette dépense, elle est supportée également par le règlement d'emprunt 2023-534 et d'une aide financière du ministère de la Culture et des Communications. Alors, à des fins de transparence, la modification numéro 3, le drain exécutoire, c'est la conduite qui nous mène vers la 132. Ce conduit-là, il y avait une légère déficience au niveau de la pente. Il y avait également des racines qui s'étaient intégrées dans ce drain-là. Le deuxième, le remblai de gravier qu'on parlait, le 15 076 $, OK? Ça, c'est parce que le sol autour de la bibliothèque est évalué comme un sol très fragilisé. Il y a beaucoup d'argile. Alors, pour renforcer, bien entendu, l'environnement, le tour de l'église anglicane, de la bibliothèque, on doit avoir du remblai de gravier. Au niveau de la structure de béton, qui coûte 3 655,47 $, en fin de compte, c'est un bloc de béton qui avait été installé à l'entrée de la bibliothèque, qui en fin de compte était instable. Il n'était pas fixé, ce bloc-là. Donc, il n'était pas conforme ou encore il n'était pas sécuritaire, il n'était pas adapté, si on veut, pour le bâtiment. Et enfin, la membrane, c'est une membrane qu'on pose autour du bâtiment. Et cette membrane-là, en fin de compte, nous coûte moins cher que prévu, ce qui fait qu'on a eu un crédit là-dessus de 2 389,18 $. Mais en contrepartie, on a un ajout, mais il fait partie du financement qu'on a déjà avec la réfection des toitures du presbytère, de l'hôtel de ville et bien entendu l'ouvrage qu'il y a à faire à la bibliothèque municipale. Je pense que c'est clair. Alors, sinon, j'aurais besoin de quelqu'un qui en fasse la proposition, s'il vous plaît. On va faire la proposition. Je vous remercie, M. McNaughton. Mme Anglard, ça va pour vous? Oui. M. Laplante? Oui. Mme Côté? Oui. Et Mme Langlois? Alors, il est proposé par M. Louis-Alexandre McNaughton et résolu à l'unanimité d'autoriser la direction générale à approuver et signer l'avenant 01 du projet 22-1173D, soit une augmentation de 24 597,22 $, taxes incluses, pour les directives de changement A03, A04, A05 et A06. Et je précise que cette dépense est supportée par le règlement d'emprunt 2023-534 et qu'une aide financière du ministère de la Culture et des Communications. Au point 12, autorisation de paiement, Simco Réfrigération, c'est la facture numéro 909-58-008. Alors, considérant la résolution numéro 2024-06-178, qui autorise une dépense de 27 137,07 $ avant taxe à Simco Réfrigération pour le remplacement des échangeurs à plaques du puits à neige au complexe sportif. Alors, considérant qu'après le premier paiement, certaines modifications justifiées par Simco ont été apportées à la dite soumission qui porte le coût total à 31 837,77 $ avant taxe. Considérant la facture numéro 909-58-008 reçue de Simco Réfrigération pour un dernier paiement de 18 269,23 $ avant taxe, il est proposé par et résolu A d'autoriser la direction générale via le service de la comptabilité à émettre un dernier paiement de 18 269,23 $ avant taxe à Simco Réfrigération représentant la fin des travaux et cette dépense est supportée par les immobilisations 2025. Alors, c'est un ouvrage qui avait déjà été fait. On l'a fait en 2 versements. Alors, les puits à neige du complexe sportif sont corrects maintenant. Simco, comme vous le savez, on se répète souvent, c'est l'entreprise qui était là lors du début du complexe sportif. En fait, c'est eux qui étaient là. Alors, on fait toujours affaire avec eux. Alors, j'aurais besoin de quelqu'un simplement qui en fasse la proposition pour la réfection des puits à neige du complexe sportif. J'en ferai la proposition.
Je vous remercie. M. McNaughton, ça va aussi? Oui. Mme Englehart? Oui. M. Laplante? Oui. Et Mme Langlois? Oui. Alors, il est proposé par Mme Marie-André Côté, résolu à l'unanimité, d'autoriser la direction générale, via le service de la comptabilité, à émettre un dernier paiement de 18 269,23 $ avant taxes à Simco Réfrigération, représentant la fin des travaux. Cette dépense, elle est supportée par les immobilisations 2025. On est maintenant rendu au point, au point 13, nomination camp de jour 2025. Attendu que le directeur des sports et des activités récréatives a procédé à l'affichage de postes pour le camp de jour 2025, soit pour un coordonnateur ou coordonnatrice, un animateur ou une animatrice, un accompagnateur ou une accompagnatrice, dans les délais requis, attendu qu'une 8e candidature a été retenue, attendu que le début du camp de jour est fixé au lundi 30 juin 2025 pour se terminer le vendredi 15 août 2025. Alors, il est proposé par et résolu à de nommer la personne ci-dessous pour le camp de jour 2025, dont Mademoiselle Lisa-Marie Alain, et de transmettre copie de cette résolution au directeur des sports et des activités récréatives. Alors, vous comprendrez, on a vu un certain enjeu à cet égard-là. La jeune Lisa-Marie Alain était sélectionnée par le directeur des sports et loisirs, des activités récréatives. Alors, j'aurais besoin de quelqu'un qui en fasse la proposition, s'il vous plaît. Je propose. Je vous remercie. M. McNaughton, ça va également? Oui. Mme Manglehart? Oui. Mme Côté? Et Mme Langlois? Oui. Alors, il est proposé par M. Jérémy Laplante et résolu à l'unanimité de nommer la personne ci-dessous pour le camp de jour 2025, dont Mme Lisa-Marie Alain, et de transmettre une copie de cette résolution au directeur des sports et des activités récréatives. Le point 14, demande de dérogation mineure. L'immeuble situé au 94 boulevard Gérard-Lévesque-Ouest, qui est l'aménagement d'une 2e enseigne commerciale, considérant que Pétrole Cadeco Incorporé a présenté une demande de dérogation mineure au sens des articles 145.1 à 145.8 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme du règlement de zonage 2009-325 de la ville de Passepébiac, concernant l'immeuble situé au 94 boulevard Gérard-Lévesque à Passepébiac. Considérant que cette demande de dérogation mineure a pour effet de rendre réputé conforme l'aménagement d'une 2e enseigne commerciale sur la façade est du bâtiment projeté, alors que l'article 144.11 du règlement 2009-325 de zonage stipule qu'une seule enseigne commerciale appliquée est permise pour chaque usage non résidentiel. Considérant que le comité consultatif d'urbanisme, le CCU, s'est réuni le 16 mai 2025 et après analyse de la demande, il a été résolu à l'unanimité que le dit comité recommande au conseil municipal d'accepter la demande telle que présentée, soit d'autoriser l'aménagement de la 2e enseigne sur la façade est du bâtiment projeté. Considérant que cette demande était soumise à la consultation des citoyens lors d'un avis public publié le 21 mai 2025, considérant qu'il n'y a pas eu d'opposition de cette demande à la date butoir. En conséquence, il est proposé par et résolu à des conseillers présents de suivre la recommandation du comité consultatif d'urbanisme et la demande de dérogation mineure, d'accorder la demande de dérogation mineure à Pétrole Cadeco Incorporé. Alors, vous aurez compris, c'est avec le nouveau, pas le nouveau, le Petro-Canada qui revient. Et on a demandé tout simplement d'avoir un autre affichage sur le côté S. C'est pas, Mme Lagarde, vous étiez là, c'est pas un autre panneau au coin de la rue, là. C'est quelque chose sur le bâtiment. Exactement. Alors, sur ça, j'aimerais avoir quelqu'un qui en fasse la proposition, s'il vous plaît. Je vais en faire la proposition. Je vous remercie. M. McNaughton, pour vous, ça va aussi? Oui. M. Laplante? Oui. Mme Côté? Oui. Et Mme Langlois? Oui. Alors, il est proposé par Mme Nancy Englehart et résolu à l'unanimité des conseillers présents de suivre la recommandation du comité consultatif d'urbanisme à la demande de dérogation mineure de Pétrole Cadeco Incorporé. Au point 15, demande de dérogation mineure, immeuble situé sur le lot 5 234 827, aménagement de 2 accès à la propriété. Considérant que M. Tommy Joseph a présenté une demande de dérogation mineure au sens des articles 145.1 à 145.8 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme du règlement de zonage 2029-325 de la ville de Passepébiac, concernant le lot 5 234 827 à Passepébiac. Considérant que cette demande de dérogation mineure vise à rendre réputé conforme l'aménagement de 2 accès à la propriété ayant une distance séparatrice de 3 mètres, alors que l'article 167.3 du règlement 2009-325 de zonage stipule que la distance minimum à conserver entre les accès à la propriété sur un même terrain est de 10 mètres. Considérant que le comité consultatif d'urbanisme, le CCU, s'est réuni le 16 mai 2025 et après analyse de la demande, il a été résolu à l'unanimité que le CCU recommande au conseil municipal d'accepter la demande telle que présentée, soit d'autoriser l'aménagement de 2 accès à la propriété ayant une distance séparatrice de 3 mètres.
Considérant que cette demande a été soumise à la consultation des citoyens lors d'un avis public publié le 21 mai 2025, considérant qu'il n'y a pas eu d'opposition à cette demande à la date butoir, en conséquence, il est proposé par et résolu A de suivre la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme à la demande de dérogation mineure de M. Tommy Joseph. Peut-être vous pourrez également préciser, Mme Anglade, parce qu'en fin de compte, c'est qu'il y avait déjà une entrée, si je ne me trompe pas, sur place. Et monsieur doit se construire ou acheter une maison, quelque chose comme ça. Une nouvelle construction. Une nouvelle construction. Et il voulait avoir une entrée face à sa maison, puis il y avait déjà une entrée existante. Mais pour lui permettre d'avoir quand même son entrée plus adaptée à sa nouvelle résidence, il a demandé de garder l'ancienne entrée qui était là, tout simplement. Et le comité consultatif est allé dans ce sens-là également. Alors, je pense que c'est assez bien précis. Excellent, je vous remercie. Alors, j'ai besoin de quelqu'un qui en fasse sa proposition, s'il vous plaît. Je ferai la proposition. Je vous remercie, M. McNaughton, ça va? Oui. Mme Anglade également? Oui. Et M. Laplante? Oui. Mme Langlois? Oui. Alors, il est proposé par Mme Marie-André Côté et résolu à l'unanimité de suivre la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme à la demande de dérogation mineure de M. Tommy Joseph. Au point 16, visite résidentielle sur le territoire de la municipalité de Hope par le service incendie de Passepébiac. Attendu que la municipalité de Hope a fait parvenir une demande à la ville de Passepébiac afin que notre service incendie puisse effectuer une visite des résidences en lien avec la prévention des incendies sur leur territoire, et ce, sous le numéro de résolution 64-2025, dûment adopté à l'unanimité le 6 mai 2025 par le conseil municipal de Hope. Attendu que les visites se feront sous la directive de M. Stéphane Lepage, directeur du service incendie de Passepébiac, attendu que les frais occasionnés pour ces visites sont défrayés par la municipalité de Hope une fois par mois après service rendu. Il est proposé par et résolu A d'autoriser le service incendie de la ville de Passepébiac à procéder aux visites des résidences de la municipalité de Hope, et ce, pour la prévention des incendies, et de transmettre une copie de cette résolution à la municipalité de Hope et à M. Stéphane Lepage, directeur du service incendie de la ville de Passepébiac. Alors, vous aurez compris, on a eu le même exercice le mois passé. Je pense que c'est Optown, si je ne me trompe pas, qui avait demandé également le même service. Alors, dans nos ententes intermunicipales avec le service incendie, je pense que ça va de soi d'y aller. Et de toute façon, les frais occasionnés sont absorbés par la municipalité de Hope. Alors, j'aurais besoin de quelqu'un qui en fasse la proposition, s'il vous plaît. Je propose. Je vous remercie. M. McNaughton, ça va également? Oui. Mme Anglade? Oui. Oui, M. Laplante? Oui. Et Mme Côté? Oui. Alors, il est proposé par Mme Sandra Langlois et résolu à l'unanimité d'autoriser le service incendie de la ville de Passepébiac à procéder aux visites des résidences de la municipalité de Hope, et ce, pour la prévention des incendies, de transmettre une copie de cette résolution à la municipalité de Hope et à M. Stéphane Lepage, directeur du service incendie de la ville de Passepébiac. Au point 17, entente de codiffusion entre la ville de Passepébiac et le comité culturel des Moussaillons de Passepébiac incorporé. Attendu que les parties souhaitent mettre en commun leur expertise pour la diffusion des spectacles professionnels des arts de la scène. Attendu que le principe de la codiffusion est celui d'un investissement équitable, ressources humaines et ou financières et ou techniques entre les parties. Attendu que les parties souhaitent se prévaloir d'une première entente de codiffusion d'une durée de 1 an. Attendu que les parties s'engagent à respecter leur engagement énuméré dans la dite entente, alors il est proposé par et résolu A d'autoriser le directeur général à signer l'entente de codiffusion entre les parties au nom de la Ville, ce, à compter de la date de signature entre les parties pour une durée de 1 an et à raison de 20 000 pour l'année 2025. De verser un premier montant de 10 000 au Comité culturel des Moussaillons de Passepébiac incorporé, et cette dépense de 20 000 sera supportée par les opérations courantes du Centre culturel. Alors, vous comprendrez que le budget qui était alloué à ce moment-là, au niveau du Centre culturel pour les spectacles, était de 20 000 Alors, on le transporte avec les Moussaillons, une entente qu'on a, qui, eux, vont voir à faire la présentation de certains spectacles ici. Également, ça leur permet, en fin de compte, d'avoir plus de sous. Ça leur permet d'avoir accès à plus de subventions, d'aides financières, donc d'avoir peut-être des spectacles d'un peu plus d'envergure. Vous comprendrez, M. Briand, vous êtes présent, c'est bon, doit faire partie de ce comité-là. Il doit avoir un regard sur les spectacles qui vont être diffusés à Passepébiac. Il fait partie de ce comité-là. Donc, il doit faire partie des gens qui choisissent les spectacles également pour les adapter, bien entendu, à ce qu'on recherche comme diffusion de spectacle. Je pense que c'est bien expliqué, ça aussi. Alors, j'aurais besoin de quelqu'un qui en fasse la proposition, s'il vous plaît. Il manque les deux dernières phrases, M. le maire. Oui, allez-y. Mais il manque les deux dernières phrases au PV, là. De verser. Oui, de verser un montant de 10 000 au comité des Moussaillons de Passepébiac. Cette dépense de 20 000 sera supportée par les opérations courantes.
Je l'avais dit, M. c'est- Langlois. Mais c'est pas grave. Tout le monde a le droit à l'erreur. Donc, Alors, j'aurais besoin de quelqu'un qui en fasse sa proposition, s'il vous plaît. Je propose. Je vous remercie. M. McNaughton, ça va pour vous? Oui. M. Laplante? Oui. Mme Côté? Oui. Et Mme Langlois? Oui. Alors, il est proposé par Mme Nancy Anglade, résolu à l'unanimité d'autoriser le directeur général à signer l'entente de codiffusion entre les parties au nom de la Ville, et ce à compter de la date de signature entre les parties, pour une durée de 1 an, et à raison de 20 000 pour l'année 2025, de verser un premier montant de 10 000 au Comité culturel Les Moussaillons de Passepébiac Incorporé. Cette dépense de 20 000 sera supportée par les opérations courantes du Centre culturel. On est rendu maintenant au point 18. Modification de la résolution 2025-03-59 et l'ajout de 2 lots, soit le 5 578 224 et le 5 576 301 et l'autorisation de signature. Alors, considérant qu'il y a lieu de rajouter certains éléments dans la résolution 2025-03-59 adoptée le 10 mars 2025, il est proposé par et résolu A que les éléments déjà soumis dans la résolution 2025-03-59 font partie intégrante de celle-ci et en ajoutant les numéros des lots 5 578 224, propriété de la Ville de Passepébiac, et 5 576 301, qui est la propriété de M. Jean-Michel Joseph et Mme Lauriane Huard, et d'autoriser le directeur général et greffier à signer tout document pour la dite transaction chez le notaire attitré au dossier et ou acte notarié et ou autre professionnel mandaté dans celui-ci. En fait, vous vous souvenez, on avait, c'est un projet qui avait été soumis par M. Joseph, comme quoi il voulait faire un développement sur sa terre avec, au niveau de pêche, à la truite. Et il avait demandé à ce moment-là de passer un fil souterrain. Et lui, il pouvait le faire. Mais dans la résolution, on devait indiquer les 2 numéros là, de l'eau, un qui nous appartient et un qui appartenait à M. Joseph, tout simplement. Alors, pour rendre un peu plus conforme cette résolution-là, pour être sûr qu'on ne fait pas d'erreur, pour préciser l'endroit où on doit passer avec le fil. Alors, c'est une technicalité, tout simplement, qui continue le projet de M. Joseph qui nous avait proposé. Alors, j'aurais besoin de quelqu'un qui en fasse sa proposition, s'il vous plaît. Je vous remercie. Mme Manglard, ça va pour vous aussi? Oui. M. Laplante également? Oui. Mme Côté? Oui. Et Mme Langlois? Oui. Alors, il est proposé par M. Louis-Alexandre McNaughton et résolu à l'unanimité d'autoriser que les présents éléments déjà soumis à la résolution 2025-03-59 font partie intégrante de celle-ci en y ajoutant les numéros des lots 5 778 224, qui est la propriété de la Ville de Passepébiac, et le 5 576 301, qui est la propriété de M. Jean-Michel Joseph et de Mme Lauriane Huard, et d'autoriser le directeur général et greffier à signer tous les documents pour la dite transaction chez le notaire attitré au dossier et ou acte notarié ou tout autre professionnel mandaté dans celui-ci. En 19, nomination préposée au bar sur appel. Attendu que le directeur de la Culture a dûment été autorisé par voie de résolution numéro 2025-05-110 à procéder à l'affichage de postes sur appel, interne ou externe, comme préposé à la billetterie, bar et cantine du Centre culturel. Attendu qu'une seule candidate a été rencontrée et satisfaite aux exigences du dit poste à combler, alors il est proposé par et résolu A de nommer Mme Lynne Fortin à titre de préposée au bar sur appel au Centre culturel de Passepébiac. Alors, c'est facile à comprendre encore une fois. On a besoin de gens des fois pour travailler, pour accompagner l'équipe actuelle de M. Briand. Alors, Mme Fortin va se joindre à cette équipe-là. J'aurais besoin tout simplement de quelqu'un qui en fasse sa proposition, s'il vous plaît. J'en ferai la proposition. Je vous remercie. M. McNaughton, ça va aussi? Oui. Mme Anglade? Oui. M. Laplante? Oui. Et Mme Langlois? Oui. Alors, il est proposé par Mme Marie-André Côté et résolu à l'unanimité de nommer Mme Lynne Fortin à titre de préposée au bar sur appel au Centre culturel de Passepébiac. Le point 20 demande de renouvellement pour 5 ans du Club des 50 ans et plus, l'Amicale de Passepébiac. Considérant qu'une entente entre la Ville et le Club des 50 ans et plus, l'Amicale de Passepébiac, sous le numéro de résolution numéro 2021-04-113, est intervenue pour une période de 5 ans en versant un don de 3 500 $ à chaque année. Considérant que la dite entente est échue et que le Conseil actuel a délibéré sur ce dossier et désire procéder à son renouvellement pour une période de 5 ans à compter de la présente résolution, soit de 2026 à 2030 inclusivement. Alors, il est proposé par et résolu A d'autoriser la direction générale à émettre par le service de la comptabilité un premier montant de 3 500 $ et ce à compter de janvier 2026 pour le compte du Club des 50 ans et plus l'Amicale de Passepébiac. Cette dépense, elle est supportée par les opérations courantes. Alors, c'est une entente qui existait déjà avec le Club des 50 ans et plus, l'Amicale, et c'était leur dernier cette année. Ils ont simplement demandé de continuer cette entente-là avec nous.
Alors, ils payent, puis on les rembourse, tout simplement. Alors, c'est pas compliqué. Alors, j'aurais besoin de quelqu'un qui en fasse la proposition, s'il vous plaît. Je propose. Je vous remercie. Monsieur McNaughton, pour vous également, ça va? Oui. Madame Anglart également? Oui. Oui, Monsieur Laplante? Oui. Et Madame Côté? Oui. Alors, il est proposé par Mme Sandra Langlois et résolu à l'unanimité d'autoriser la direction générale à émettre par le service de la comptabilité un premier montant de 3 500 $ et ce à compter de janvier 2026 pour le compte du Club des 50 ans et plus, l'Amicale de Passepébiac, et cette dépense, elle est supportée par les opérations courantes. On est rendu au point 21, qui est la demande de commandite des compétitions des pompiers 2025, la 14e édition. Alors, il est proposé par résolu A des conseillers présents de suivre la recommandation du comité de la politique de dons et de verser un montant de 475 $ à la brigade de pompiers de Passepébiac, qui est l'équipe numéro 69, pour leur inscription à la 14e compétition régionale amicale qui se déroulera le 16 août 2025 à Caplan. En fait, c'est ça, c'est à tous les ans. On l'a eu à Passepébiac il y a quelques années. Et ça permet de fraterniser, en fin de compte, avec leurs collègues. Et je pense que c'est une bonne activité pour les pompiers. Alors, j'aurais besoin de quelqu'un qui en fasse la proposition, s'il vous plaît. J'en ferai la proposition. Je vous remercie, Mme Côté. Monsieur McNaughton, pour vous, ça va? Oui. Mme Anglart également? Oui. Oui. Monsieur Laplante? Oui. Alors, Mme Côté? Ça va pour vous? Oui. Et Mme Langlois? Oui. Alors, il est proposé par Mme, je pense que c'est Mme Marie-André qui l'a proposé, je ne sais plus où c'est quelqu'un au téléphone. Oui, c'est moi. Par Mme Marie-André Côté, résolu à l'unanimité de suivre la recommandation du comité de la politique de dons et de verser un montant de 475 $ à la brigade de pompiers de Passepébiac, l'équipe 69, pour leur inscription à la 14e compétition régionale amicale qui se déroulera le 16 août 2025 à Caplan. Le deuxième don, c'est la Fondation Santé et Chaleurs. Alors, il est proposé par résolu A de faire un don à cet organisme de 200 $, entre autres, pour l'amélioration des soins de santé locaux permettant l'achat d'équipements vitaux et le soutien de services essentiels. Alors ça vaut la peine. Alors, j'aurais besoin de quelqu'un qui en fasse la proposition, s'il vous plaît. C'est pour la Fondation Santé et Chaleurs. Je propose. Je vous remercie. Monsieur McNaughton, ça va également? Oui. Monsieur Laplante aussi? Oui. Madame Côté? Oui. Et Madame Langlois? Oui. Alors, il est proposé par Mme Nadia Anglart. C'est résolu à l'unanimité de faire un don à cet organisme de 200 $, entre autres pour l'amélioration des soins de santé locaux permettant l'achat d'équipements vitaux et le soutien de services essentiels. Le prochain don, c'est le tournoi C88 Balmol. Il est proposé par résolu A des conseillers présents de suivre la recommandation du comité de la politique de dons et de verser un montant de 250 $, c'est soit 2 chèques de 125 $ pour 2 tournois qui se dérouleront en juin et juillet 2025. C'est à les Constructions 88 incorporées. Alors, c'est ça, c'est un tournoi de Balmol, puis vous savez qu'on participe souvent on encourage souvent les activités sportives, que ce soit l'hiver au niveau du hockey, que ce soit le volleyball, le badminton ou quoi que ce soit. Alors, on doit quand même continuer avec ces gens-là. Alors, j'aurais besoin de quelqu'un, encore une fois, qui en fasse la proposition, s'il vous plaît. Je propose. Monsieur McNaughton, ça va pour vous aussi? Oui. Madame Anglart? Oui. Monsieur Laplante? Oui. Et Madame Langlois? Oui. Alors, il est proposé par Mme Marie-André Côté et résolu à l'unanimité de suivre la recommandation du comité de la politique de dons et de verser un montant de 250 $, soit 2 chèques de 125 $ pour 2 tournois qui se dérouleront en juin et juillet 2025 à tournoi Les Constructions 88. Et il nous reste 2 dons. Le club de volleyball, le Rouge et Or, pardon, pas le Rouge et Or, le Rouge et Noir de l'École polyvalente de Passepébiac. Alors, il est proposé par et résolu à d'offrir gratuitement au club de volleyball du Rouge et Noir les espaces nécessaires au complexe sportif pour la tenue de leur événement, qui est un tournoi de volleyball adulte, soirée country également qui aura là-dedans, qui aura lieu le 9 août et une journée jeunesse qui se tiendra le 10 août. Alors, encore une fois, vous savez, quand il se passe des tournois au complexe sportif, souvent on fait une certaine, soit un pourcentage, soit une gratuité ou encore une économie d'usage. Alors, compte tenu que c'est l'été, ça coûte beaucoup moins cher. Ils nous ont demandé le complexe sportif. Alors, j'aurais besoin de quelqu'un qui en fasse sa proposition encore une fois. Je propose. Je vous remercie. Monsieur McNaughton, ça va pour vous? Oui. Madame Anglart? Oui. Madame Côté? Oui. Et Madame Langlois? Oui. Alors, il est proposé par Monsieur Jérémy Laplante et résolu à l'unanimité d'offrir gratuitement au club de volleyball du Rouge et Noir les espaces nécessaires au complexe sportif pour la tenue de leur événement, qui est un tournoi de volleyball adulte avec une soirée country, qui auront lieu le 9 août. Et une journée jeunesse qui se tiendra le 10 août. Comme dernier don, c'est un tournoi de balle-molle féminin qui se passe à New Carlisle. Il est proposé par résolu A de faire un don de 125 $ au comité de tournoi de balle-molle féminin de New Carlisle qui se tiendra du 26 au 29 juin, rassemblant 12 équipes féminines représentant 13 communautés avoisinantes
Ce, tout en soutenant le sport local et la vie communautaire. Et tous les dons sont autorisés, bien entendu, par le comité des dons, selon le budget prévu. Et là, ce qu'il faut préciser, des fois, on va se dire comment ça, Golden Sun, Nuclear, c'est parce que dans la Ligue de Balmol féminin, ils sont ensemble, Nuclear et Passepébiac. Ils jouent, Passepébiac va jouer à Nuclear vient ici, et il y a toute une complémentarité là-dedans. Et également, on a noté cette année que dans ce sport de Balmol-là, il y a de plus en plus d'adeptes. Alors, il y a beaucoup de clubs féminins, tant mieux. Et même chez les équipes masculines, M. McNaughton, vous êtes là pour en démontrer. Il y a beaucoup de jeunes maintenant. On essaie d'intégrer les jeunes là-dedans. Et de plus en plus d'équipes. Je pense que ça vaut la peine de les encourager à ce niveau-là. Alors, j'aurais tout simplement besoin de quelqu'un qui en fasse sa proposition. J'en ferai la proposition. Je vous remercie. Madame Anglard, pour vous, ça va? Oui. Monsieur Laplante également? Oui. Madame Côté? Oui. Et Madame Langlois? Oui. Alors, il est proposé par M. Louis-Alexandre McNaughton et résolu à l'unanimité de faire un don de 125 $ au comité de tournoi de Balmol féminine de New Carlisle qui se tiendra du 26 au 29 juin, rassemblant 12 équipes féminines représentant 13 communautés avoisinantes, et ce, tout en soutenant le sport local de la vie communautaire. Alors, tous ces dons sont autorisés par le comité des dons selon le budget prévu. On est rendu le point 22, qui est le rapport des conseillers. Alors, je vous laisse la parole. Je ne sais pas si vous avez des choses à nous raconter, M. McNaughton. Oui, merci. Bonsoir à tous. Comme à mon habitude, je vais être assez bref. Je vais vous parler des négociations. Je pense que je n'ai jamais autant négocié de ma vie depuis une couple de mois. On est sur le point de finaliser avec le directeur général une dernière rencontre prévue cette semaine. Puis, ça pas encore, mais ça devrait se terminer cette semaine ou la semaine prochaine maximum. Ça va quand même bien. Le conseil est en bonne voie pour prendre une bonne décision. Puis, je pense que ça va bien se terminer. J'ai été aussi à la journée des aînés qui a eu lieu le 12 mai, le 13 mai, organisée, chapeautée par Mme Sandra Langlois. C'était vraiment une belle journée, plein d'ateliers, vraiment intéressant. C'est le fun de voir l'intérêt pour les aînés à Ville de Passepébiac, l'encadrement, ainsi de suite. Là, ça donne le goût. Puis, j'aimerais terminer en vous annonçant qu'aux prochaines élections, je ne me représenterai pas sur mon siège. C'est ça. Je vous laisse là-dessus. Bonne soirée. Alors, merci, M. McNaughton. Alors, je vais en profiter pour vous me surprenez. Je ne m'attendais pas à ça. Mais je vais le faire quand même en fin de mandat. Je vous remercie. Je vous remercie d'avoir participé à cet engagement communautaire-là. Ça nous a permis de tisser des liens, même entre nous, qui est très enrichissant et plaisant. Et sachez que votre participation, surtout au niveau des conventions collectives, des syndiqués, de ce qui se passe actuellement avec la direction générale, c'est très apprécié et c'est très pris avec beaucoup de sérieux. Je vous remercie beaucoup. Madame Anglard. Bonsoir à tous. Moi, pour ma part, ce mois-ci, j'ai participé aux rencontres avec mes collègues. J'ai aussi eu une rencontre avec le CCU. Le 29 mai dernier, j'étais présente au congrès annuel Village Relais qui s'est tenu à New Richmond. Par la même occasion, la Ville s'est vue décerner le prix coup de cœur du jury pour les Gravines. Merci. Encore merci, Mme Robitaille, pour ce beau projet auquel vous nous avez permis d'y participer. Du côté du centre culturel, nos barman d'un soir sont de retour le 3 juillet avec nos organismes locaux. On vous invite à venir les encourager. Félicitations à l'école de danse d'Annie Pierre pour la compétition qui s'est tenue samedi dernier au complexe sportif. Ce fut un succès comme à chaque année. Les travaux à l'église anglicane vont bien et devraient terminer pour le 24 juin. En terminant, je vous souhaite une bonne fin de soirée et une bonne fête des pères à tous les papas. Alors, je vous remercie, Mme Anglard. Monsieur Laplante. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, je veux commencer en effectuant un suivi important sur les démarches visant à tenter d'attirer un nouveau marché d'alimentation à Passepébiac. Je dis suivi important parce qu'il y a du nouveau dans le dossier. Je dirais même beaucoup de nouveaux et, vous avez probablement entendu parler de mes démarches en faveur de la concurrence, mais surtout ce que je veux dire ce soir, c'est que les soumissions pour l'étude de marché sont arrivées.
Et je pense que c'est quelque chose de majeur pour la suite. Vous savez, j'avais réussi à faire adopter par le Conseil une résolution en août 2024 qui demandait au directeur général de nous fournir des soumissions pour une étude de marché spécifiquement sur le potentiel d'un nouveau marché d'alimentation à Passepébiac. Mais figurez-vous que 10 mois plus tard, ces soumissions-là sont finalement arrivées. Le Conseil les a reçues et a désormais l'occasion de les analyser. Sans entrer dans les détails, il y a 3 choses que je tiens à souligner. À mon avis, 1, on a de bonnes soumissions entre les mains qui pourraient, si un contrat devait être octroyé, aider la Ville à faire des démarches pour attirer une deuxième épicerie. 2, on a des soumissions pour lesquelles le prix est très bon et je dirais même inférieur à ce qui est anticipé. Et en fait, j'irais presque jusqu'à dire que ça coûterait des peanuts. J'ai personnellement été surpris lorsque j'ai vu le prix. Et 3, il existe un potentiel à confirmer pour une deuxième épicerie à Passepébiac en considérant qu'on est un pôle d'attraction commerciale auprès des autres municipalités voisines. En guise de rappel, l'objectif d'une telle étude de marché serait de savoir si une deuxième épicerie à Passepébiac pourrait fonctionner et si oui, de donner les outils, les données et les arguments nécessaires à la Ville pour faire du démarchage auprès d'un promoteur. Car actuellement, si on se fait approcher par un promoteur ou si on tente d'approcher un promoteur, en fait, on n'a quasiment rien à dire. On navigue dans le noir. On n'a pas assez d'informations concrètes dans nos mains à la Ville pour être capable d'avoir ce dialogue-là. Je pense donc qu'on a besoin de ces informations-là et vite. Et même que plus récemment, j'ai également proposé que nous devrions agrandir nos horizons et réaliser une analyse commerciale globale de la Ville dans son ensemble et donc pas juste pour le secteur de l'épicerie. Donc, ce qu'on a reçu, ce sont des soumissions spécifiquement pour l'épicerie. Vous le savez, je le dis et je le répète depuis, je crois, c'est février 2024. Je pense que la Ville de Passepébiac a un rôle majeur à jouer pour favoriser le développement commercial de Passepébiac. Elle peut le jouer et, selon moi, elle doit le jouer. Ma position pourrait évoluer à l'avenir, mais en date du 9 juin 2025, avec les informations reçues récemment, je pense qu'on devrait, dans l'ordre, 1, commander une étude de marché sur la question de l'épicerie uniquement et spécifiquement, et ce, dès cette année. 2, demander des soumissions pour une analyse commerciale globale accompagnée d'un plan stratégique dès cette année ou en début d'année 2026. Et en 3, commander l'analyse commerciale globale et le plan stratégique quelque part en 2026 après avoir reçu des soumissions. Le raisonnement est d'abord que l'étude de marché sur l'épicerie ne coûterait pas grand-chose, ça ne coûterait pas très cher et donc on n'aurait rien à perdre. Les résultats nous permettraient par la suite de mieux orienter le mandat à demander pour une analyse commerciale globale en commençant avec quelque chose de plus petit. Ensuite, je pense que la question de l'épicerie est importante, elle est particulière. Je crois qu'on aurait tout intérêt à ne pas trop tarder pour obtenir des résultats, commencer des démarches, si les résultats de cette étude-là sont positifs. Quant à l'analyse de potentiel économique de la MRC, dont il a été question lors des précédentes séances, je pense que sa portée et son utilité par rapport à ce dont il est question est un peu exagérée, mais quand même, ces résultats devraient être connus ce mois-ci. On va donc bientôt pouvoir s'orienter avec certitude sur le contenu nécessaire d'une analyse commerciale pour Passepébiac. Quand je dis ce mois-ci pour la MRC, en fait, c'est qu'il y aura un déjeuner de présentation ce jeudi, cette semaine, pour lequel tellement d'intérêt qu'il manque de place. Donc, personnellement, je n'ai pas pu m'inscrire pour ça. Mais donc, on devrait pouvoir accéder au rapport, j'imagine, tout le monde, là, et en avoir le cœur net très bientôt. Maintenant que ça c'est dit, je veux aussi vous parler de la question de la concurrence, parce qu'il en a été abondamment question ce mois-ci. Question de la concurrence qui est totalement différente de celle de l'analyse commerciale, de l'étude de marché, de l'étude de potentiel économique de la MRC, etc., sont des sujets parallèles. Et donc, oui, on parle d'épicerie dans une certaine mesure, mais on ne parle pas exactement de la même chose. Et donc, l'un n'empêche pas l'autre, c'est quelque chose de parallèle.
En fait, vous avez probablement vu passer ma pétition. Dernière nouvelle, je pense qu'elle a été rendue à un peu plus de 1250 ou 1260 signatures. J'ai également fait des interventions en faveur de la concurrence et contre les contrôles de propriété qui empêchent l'ouverture d'une épicerie dans l'ancien magasin Robin. Ce que j'expliquais en gros, c'est que le bâtiment a été vendu par Sobeys en 2023 à une compagnie de Québec. Et l'affaire, c'est que pour que la vente ait lieu, Sobeys a fait signer des papiers chez le notaire qui ont valeur légale, qui sont inscrits au registre foncier, qui empêchent la compagnie de louer le bâtiment pour une épicerie. Et non seulement une épicerie, là, mais tout ce qui est connexe, là, une poissonnerie, une boucherie, etc., tout ça, c'est interdit. Et donc, on appelle ça des contrôles de propriété ou, si vous préférez, des clauses anti-concurrence. Pourtant, l'ancien magasin Robin est un endroit stratégique qui pourrait potentiellement accueillir une épicerie. Mais en ce moment, finalement, c'est comme si la porte était barrée. Si quelqu'un est intéressé, la porte est barrée. C'est impossible d'entrer là pour ouvrir une épicerie. Ce n'est pas légal actuellement. Et je pense que c'est important de travailler pour débarrer la porte. Et ensuite, on laissera les entreprises décider librement où elles souhaitent s'installer. Et donc, le jeu de la libre concurrence pourra faire son œuvre. Je pense que ce comportement-là, d'avoir des clauses anti-concurrence, et on ne voit pas juste ça à Passepébiac, ça se voit ailleurs au Canada, et c'est d'ailleurs pourquoi j'ai mis le sujet de l'avant, c'est que j'ai vu que ça se faisait ailleurs, qu'il y avait des interventions du Bureau de la concurrence ailleurs, une première intervention en Alberta en début de cette année, alors c'est tout frais. C'est ça, c'est un comportement inacceptable de la part de Sobeys, qu'il fait également ailleurs, et donc voilà, moi j'ai vu ça, et j'ai l'intention de porter plainte au Bureau de la concurrence du Canada à ce sujet. Je vais formuler la plainte officiellement dans les prochaines semaines. Pour ce qui est du conseil municipal, c'est dans Affaires nouvelles, donc le prochain point à l'ordre du jour, je vais essayer de discuter de la question, savoir si le conseil souhaite appuyer ces démarches-là et se positionner en faveur de la concurrence dans le secteur de l'épicerie. Je souhaite fortement que ce soit le cas, que le conseil appuie, mais donc on verra. Si le conseil appuie, tant mieux, ça donnera plus de poids à la démarche et à la plainte éventuelle au Bureau de la concurrence. Mais si le conseil décide de ne pas approuver, ça ne dérange pas non plus, c'est pas si grave parce que n'importe qui, finalement, peut porter plainte au Bureau de la concurrence. Là, on peut le faire de notre propre initiative. C'est une agence d'application de la loi, c'est comme la police de la concurrence du Canada. Alors, c'est possible d'y déposer une plainte comme on déposerait une plainte à la Sûreté du Québec, par exemple. C'est essentiellement la même chose. Et donc, si je peux vous tenir en courant avec plus de détails sans nuire à cette démarche-là qui se ferait de la part du bureau, bien, je vais vous tenir au courant dans les prochains mois. Pour ce qui est des autres dossiers, je vais y aller rapidement. Je tiens à vous informer que j'ai déposé ce soir un règlement de régie interne pour proposer des modifications au fonctionnement du Conseil et le rendre plus démocratique et transparent. Je peux vous dire que j'ai travaillé très fort là-dessus aussi, mais en coulisses. Également, il va y avoir un vote dans Affaires nouvelles, je suppose, pour une résolution qui demanderait au MTQ de baisser la vitesse sur la rue Chapado près des écoles, donc la route 132 et la 3e avenue Est, de 70 à 50 km/h, pour favoriser la sécurité routière dans le secteur. J'ai aussi transmis des plaintes pour la poussière dans les rues, la pression de l'aqueduc municipal à certains endroits. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui parlent de ça. Pour ce qui est de la poussière, il paraît qu'on devrait être capable de mettre nos mains sur du calcium. Ça reste à confirmer, mais donc ça s'en vient, je crois. Et pour l'aqueduc, je pense que nos employés font actuellement des vérifications. Ce serait peut-être à préciser si jamais. Sinon, les élections municipales approchent. Donc, notre collègue, M. McNaughton, tout à l'heure, a annoncé ses intentions de ne pas se représenter. Je souhaite quand même à le féliciter pour le temps passé au Conseil, son temps dédié au service public. Vous savez, la politique municipale en particulier, c'est pas quelque chose de toujours facile. La conciliation travail-famille, ça peut être assez difficile. Et donc, voilà, je pense que vous avez donné à votre communauté, comme n'importe quelle personne autour de la table, c'est un engagement que je souhaite souligner. Et donc, ça fait plaisir. Et donc, pour ma part, comme je vous l'avais dit, en novembre dernier, moi, j'ai l'intention de me présenter, mais donc à la mairie. Maintenant, s'il y a des personnes du public ou du conseil qui sont intéressées,
Ce sera possible de déposer sa candidature à partir du 19 septembre prochain. Si vous souhaitez vous présenter aussi, c'est maintenant qu'il faut y réfléchir. Et le ministère des Affaires municipales organise une séance d'information à ce sujet sur Internet le 18 juin à midi. Alors, vous pouvez aller voir sur la page Facebook des Affaires municipales pour ça. Et finalement, je tiens à reconnaître le bon travail effectué par le Comité de la Fête nationale et à fêter le fait qu'on aura une Saint-Jean au bas de pêche cette année si Dame Nature collabore avec nous. Et puis, je souhaite également lever mon chapeau pour l'organisation de la Journée des aînés le mois dernier. Alors là-dessus, je vous souhaite une excellente soirée. Alors, je vous remercie. On pourra élaborer tantôt sur certains points que vous avez apportés. Je vais vous faire grâce pour le moment de mes commentaires. Madame Côté, s'il vous plaît. Bonjour à tous. Je suis heureuse de vous annoncer que les bacs à jouets ont été installés sur la marche piétonnière. Une affiche expliquant les règles d'utilisation de la boîte à jouets est installée juste à côté. Merci de laisser les jouets sur place afin d'assurer le bon fonctionnement du projet et le plaisir des enfants. C'est parfait pour les familles qui profitent de la plage et du parc cet été. Tout cela se trouve juste à côté des belles gravines, que vous pouvez également louer tout l'été. Pour connaître leur disponibilité, il suffit de passer à l'accueil du camping ou sur le site Internet de la ville. Par ailleurs, la saison de soccer débutera le 16 juin. Il manque encore quelques entraîneurs. Si vous souhaitez vous impliquer, c'est une belle occasion de contribuer à la vie de notre communauté. N'hésitez pas à poser votre candidature via leur page Facebook. Enfin, un petit rappel, la fête nationale approche à grands pas. Le 24 juin, je vous invite en grand nombre à venir célébrer avec nous lors du 5 à 11 sur le site du banc de pêche. De 5 à 7, ça sera animé pour les enfants avec les jeux gonflables, le comité jeunesse et la fameuse Luluberlu, ainsi que Bootfire qui vous fera danser sur leur musique. Puis de 8 à 11, place à la musique avec le groupe CHNC Band. Ce sera un beau moment festif pour toute la famille. Le comité de la fête nationale, qui est constitué de ma collègue Sandra, M. Dominique Briand et moi-même, espère vous voir en grand nombre, d'autant plus que cet événement a suscité plusieurs critiques par le passé. Montrons ensemble qu'on peut en faire une réussite. Sur ce, merci à tous et bon début d'été. Alors, merci, Mme Côté. Mme Langlois. Bonsoir tout le monde. Concernant le dossier des aînés, ce soir, je vous partage une belle réussite et une grande fierté concernant la Journée des aînés. Cette journée a eu lieu au complexe sportif le 13 mai. La participation des aînés a été au-delà de nos attentes. Nous avons eu au total 200 participants. Je tiens à souligner l'excellent travail du comité de CAP sur les aînés et la volonté de la Ville de s'impliquer. Je tiens également à remercier nos bénévoles. Nos aînés ont été choyés et surtout reconnus par cette journée spécialement organisée pour eux. Sans contredit, la Ville de Passepébiac, la municipalité, est réellement l'ami des aînés. C'est bon. Un dernier événement pour nos aînés le 10 de juin, demain, en collaboration avec le Centre d'action bénévole et CAP sur les aînés, encore une fois, au Centre culturel à 13h30, un dernier événement avant la période estivale, soit le conteur M. Patrick Dubois. Bienvenue à tous. Aussi, je tiens à souligner la candidature de Mme Normande Corbet au prix Hommage Aîné 2025,
organisé par le secrétariat aux aînés. La remise du prix se fera à Québec cet automne. Félicitations, Madame Normande. Dossier camping. Monsieur Christian Bourque et moi allons rencontrer les campeurs le 17 juin prochain à 18h30 à la salle du Préau. Plusieurs informations vont être transmises là. Dossier nouveaux arrivants. Le 27 mai, nous avons souligné nos nouveaux arrivants par un 5 à 7 au Centre culturel. Encore une fois, une grande fierté d'accueillir ces personnes chez nous. Je vous assure que nous avons accueilli ces gens comme il se doit, en espérant que dans le futur, cette action se continuera. C'est très important. Donc, pour nos nouveaux arrivants, encore une fois, bienvenue chez vous. C'est tout pour moi ce soir. Je vous remercie, Mme Langlois. Alors, je vous remercie à tous et chacun de vos interventions, bien entendu. On est maintenant rendu au point 23, affaires nouvelles, auquel on a ajouté 2 points, qu'on va appeler 23.1, le premier, si vous le voulez bien, qui est la demande au MTQ, Ministère des Transports du Québec, pour la réduction de la vitesse sur la rue Chapado. Je vous permets de lire la demande en question. Alors, considérant la limite de vitesse présentement, fixée à 70 km/h sur la rue Chapado, à l'exception d'une zone scolaire où la limite est fixée à 50 km/h. Considérant la présence d'une école primaire et d'une école secondaire dans ce secteur, considérant la nécessité d'assurer la sécurité des écoliers, considérant la volonté du conseil municipal de favoriser le transport actif, notamment chez les jeunes, considérant que ce tronçon de la rue Chapado est un secteur résidentiel où de nombreuses familles avec enfants sont établies, considérant également la présence accrue de piétons dans ce secteur, considérant la présence accrue de cyclomoteurs dans ce secteur, considérant que les groupes mentionnés précédemment sont des usagers de la route vulnérable, considérant la nécessité d'harmoniser la limite de vitesse dans ce secteur, considérant que, selon le guide de gestion de la vitesse sur le réseau routier municipal en milieu urbain, la vitesse recommandée pour les artères, les collectrices municipales et les rues locales est de 50 km/h. Il est donc proposé par et résolu à que le conseil municipal de la ville de Passepébiac demande au ministère des Transports et de la Mobilité durable de réduire la limite de vitesse à 50 km/h sur le tronçon de la rue Chapado, situé entre la route 132 et la 3e avenue Est. Que le conseil municipal de la ville de Passepébiac demande au ministère des Transports et de la Mobilité durable d'analyser de potentiels changements à l'aménagement de ce tronçon de façon à améliorer la sécurité routière et de transmettre une copie de cette résolution à la Direction générale du Bas-Saint-Laurent-Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, du ministère des Transports et de la Mobilité durable. Alors, vous aurez compris, c'est un secteur effectivement parfois même bruyant le soir, où il y a des vitesses assez élevées, puis il y a des enfants, il y a du trafic dans ce coin-là. Il y a 2 écoles, il y a le gym. Alors, je pense que c'est peut-être une bonne initiative de le faire. On l'avait déjà fait par le passé, mais là, avec cette résolution-là qu'on va leur faire parvenir, d'après moi, c'est une bonne idée d'aller de l'avant là-dedans. Je ne sais pas si vous avez des choses à ajouter. Sinon, j'aimerais quelqu'un qui en fasse sa proposition, s'il vous plaît. Monsieur le maire, s'il n'y a pas davantage de commentaires, je propose l'adoption. Je vous remercie. Alors, je demanderai, M. McNaughton, vous êtes d'accord avec ça? Oui. Mme Andréas? Oui. Mme Côté? Oui. Et Mme Langlois? Oui. Alors, il est proposé par M. Jérémy Laplante et résolu à l'unanimité que le conseil municipal de la ville de Passepébiac demande au ministère des Transports et de la Mobilité durable de réduire la limite de vitesse à 50 km/h sur le tronçon de la rue Chapado situé entre la route 132 et la 3e avenue Est. Que le conseil municipal de la ville de Passepébiac demande au ministère des Transports et de la Mobilité durable d'analyser de potentiels changements à l'aménagement de ce tronçon de façon à améliorer la sécurité routière et de transmettre une copie de cette résolution à la Direction régionale du Bas-Saint-Laurent-Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, du ministère des Transports et de la Mobilité durable. Le deuxième point, au point 23, qu'on va appeler 23.2, qui est appui à la concurrence dans le domaine de l'épicerie. Alors, il est proposé par et résolu à que le conseil municipal de la ville de Passepébiac dénonce les contrôles de propriété en vigueur dans l'ancien magasin Robin, qui empêchent la venue d'un potentiel nouveau marché d'alimentation à cet endroit. Que le conseil municipal de la ville de Passepébiac reconnaît les bénéfices de la concurrence, particulièrement dans le domaine de l'épicerie. Que le conseil municipal appuie toute démarche auprès du Bureau de la concurrence du Canada visant à favoriser la concurrence dans le domaine de l'épicerie à Passepébiac. Alors, dans ce point-là, je pense une continuité de ce que M. Laplante a apporté tantôt.
Là, je vais vous apporter mon argumentaire, qu'est-ce que j'en pense. Prenons au niveau de la concurrence. Pour être en affaires, j'ai vécu beaucoup de clauses de non-concurrence dans différents secteurs d'activité, dont le mien. OK? J'ai vu ça dans des transactions qui ont eu lieu. Maintenant, ce dossier-là, je ne veux pas que le monde pense qu'on ne veut pas d'épicerie, là. Je ne veux pas que vous penser qu'on ne veut pas de développement, là. C'est pas vrai. On veut tout ça. Sauf que l'initiative du départ, c'est qu'on n'est pas au courant au moment où on se parle. On est arrivé avec ça, puis c'est bien correct, vous l'avez fait de votre propre chef. Je ne peux pas cautionner, moi, d'aller de l'avant et d'appuyer une démarche auprès du bureau de la concurrence. Je ne sais pas, même si on pourrait spéculer qu'est-ce qui peut arriver, je ne sais pas qu'est-ce qui peut arriver. Je ne le sais pas, qu'est-ce qui va se passer par la suite. On a des démarches d'entreprise, on a une possibilité d'aller avec les demandes qu'on a là, pour les analyses de marché, OK, du potentiel de marché. On a déjà une démarche d'entreprise dans ce sens-là. Vous me suivez? Alors, là, je vous amène mon opinion, OK? Je ne vois pas l'intérêt de prendre un risque comme celui-là, alors que c'est une zone que je ne connais pas et qu'on n'a même pas eu la chance d'en discuter convenablement. Alors, c'est ma position. Et tant et aussi longtemps que je n'ai pas le résultat du potentiel économique qui a été projeté par la MRC que je devrais avoir cette semaine, tant que les études de marché sur notre propre territoire n'ont pas été faites, je ne vois pas l'utilité de le faire et le risque que ça m'amène. Dans mon cas, je ne le recommande pas. Je ne sais pas si vous avez des choses à ajouter. Je vous invite à le faire. Monsieur le maire, si vous me permettez? Oui. Alors, pour ce qui est du Bureau de la concurrence, je l'ai dit et je le répète, c'est une agence d'application de la loi. C'est comme la police de la concurrence au Canada et récemment, ils ont obtenu de nouveaux pouvoirs où ils peuvent agir davantage dans le domaine de l'épicerie. Ils peuvent agir davantage dans le domaine de l'épicerie parce que c'est un problème partout au Canada et c'est un secteur où les gens sont particulièrement vulnérables aux situations de monopole. Et c'est un monopole qu'on a actuellement à Passepébiac et il n'y a rien de pire pour les consommateurs dans la vie qu'un monopole privé. Un monopole privé n'a aucun avantage pour la population et pour les citoyens. Le seul avantage qui existe à avoir un monopole privé, c'est pour les poches des actionnaires de la compagnie qui détient le monopole. Alors, je pense que nous, en tant qu'élus, qui devons représenter la population de Passepébiac et qui devons représenter l'intérêt général, on est parfaitement en droit et je pense même qu'on a le devoir de se positionner contre des clauses de non-concurrence qui entravent le libre marché et qui empêchent qu'un compétiteur potentiel vienne s'installer. Maintenant, pour ce qui est du Bureau de la concurrence, une fois que la dénonciation est faite, une fois que la plainte est soumise et tout ça, le bureau fera son travail et la ville de Passepébiac n'a pas grand-chose à faire là-dedans. Je veux dire, on n'engage pas la responsabilité légale de la ville ou quoi que ce soit. On ne s'en va pas devant les tribunaux, ça ne nous coûte rien. Et c'est même pas la ville nécessairement qui porterait une plainte, c'est tout simplement la résolution propose tout simplement d'appuyer la démarche pour envoyer le message fort que le conseil municipal de la ville de Passepébiac et ses élus dénoncent le fait qu'une entreprise sur son territoire ait signé des clauses de non-concurrence au détriment de l'ensemble de la population et que nous, on aimerait voir ces barrières au commerce tomber et qu'on appuie les démarches en ce sens et que si le Bureau de la concurrence du Canada a les pouvoirs de faire quelque chose, bien qu'il fasse quelque chose. Et ça n'a pas, ça n'a pas rapport avec n'importe quelle analyse de la MRC ou de la ville sur le plan économique ou commercial. C'est une démarche qui est tout autre. C'est dans le même dossier, mais il n'y a rien qui pourrait arriver dans l'étude de la MRC qui soudainement ferait en sorte que l'analyse, la démarche auprès de du Bureau de la concurrence serait pas la bonne. Il n'y a pas d'interférence. Alors, je ne pense pas que ce soit un argument valable, à moins qu'on fasse la démonstration qu'il y aurait quelque chose dans cette étude-là qui pourrait venir changer concrètement notre positionnement par rapport à ça. Mais je ne pense pas que ce soit le cas. C'est tout simplement cette résolution-là d'envoyer un message. Okay. Et il n'y a pas de...
La Ville ne s'engage pas à quoi que ce soit. La Ville ne s'engage pas à payer quoi que ce soit. La Ville ne s'engage pas dans des démarches judiciaires. Et en fait, le Bureau de la concurrence, de la façon que ça fonctionne, la plupart du temps, quand il y a une plainte au Bureau de la concurrence, ça finit en règlement à l'amiable. En d'autres mots, dès que le Bureau de la concurrence commence une enquête, la plupart des compagnies, habituellement, mettent de l'eau dans leur vin puis proposent un règlement à l'amiable, puis souvent laissent tomber les contrôles de propriété pour ne pas avoir d'attention négative sur eux. Et si jamais il y a une infraction à une loi et qu'une entreprise ne se conforme pas, c'est le Bureau de la concurrence qui, là, peut entamer des démarches. Mais la Ville n'aura pas à aller devant le tribunal de la concurrence. Dans ce cas-là, c'est le Bureau et le gouvernement fédéral qui s'en occupe, et c'est les impôts de tout le monde qui paieront pour que le Bureau de la concurrence du Canada fasse son travail. Hein, il ne faut pas oublier qu'on paye déjà pour le Bureau de la concurrence et le travail qu'il fait, alors pourquoi ne pas en profiter? Ce que je veux vous dire là-dedans, c'est que je comprends ce que vous pouvez penser, OK? Mais on n'est pas rendu là, selon moi. Puis premièrement, il n'y a rien qui prouve que ça ne nous coûte rien. Vous dites habituellement, ça ne coûte rien. Habituellement, on ne le sait pas. C'est un instant. OK? On ne sait pas si ça ne coûte rien. Et deuxièmement, la plupart du temps, ça se règle d'une certaine façon, mais on ne sait pas comment ça va se régler. Et au niveau du monopole, il y a un monopole qui est pris dans un édifice. Vous disiez tantôt, on veut aller contre les gens qui ont un monopole au niveau, mettons, de l'alimentation. Ils ont le monopole de leur bâtisse, mais ils n'ont pas le monopole du territoire de Passepébiac au complet. Comprenez-vous? Concrètement, on ne se comptera pas de peur ici, là. Tout le monde qui est né à Passepébiac connaît très, très bien l'installation du magasin Robin. Hein? C'est très bien que dans la cave, là, vous vous souvenez des étiquettes vertes, le monde qui est là? On s'entend là-dessus, là? Fait que, moi, là, je pense, au lieu de prendre puis, c'est pas qu'on n'en veut pas. C'est pas ça. C'est pourquoi prendre des risques là. On n'est pas... Il n'y a pas mort d'homme, là. OK? On n'est pas là. C'est tout simplement ça. On a des études qui s'en viennent. On a répondu à une exigence que vous vouliez. Et en plus, je vais aller plus loin que ça. Je suis désolé, là. Vous avez fait cavalier seul là-dedans, sans consulter notre équipe. Vous l'avez fait parce que j'ai été interpellé par les journalistes, moi aussi, à ma surprise, alors qu'on prend le travail d'équipe. Je trouve ça désolant. Et moi, je ne me sens pas bien de procéder dans... qu'on appuie toute démarche auprès du Bureau de la concurrence, visant à favoriser la concurrence, qu'on appuie ces démarches-là sans savoir les conséquences. Monsieur le maire, si vous me permettez, vous dites que j'ai fait cavalier seul dans ce dossier. Oui. Peut-être qu'une partie de mon fonctionnement dans ce dossier-là est due au fait que j'anticipais le type de réaction que vous alliez avoir ce soir, à l'effet que vous êtes contre ce type de démarche-là. J'anticipe régulièrement les réactions qu'on peut avoir. Mais donc, à quelque part, je m'attendais à ce que c'est pas un sujet que vous appuyez, ces démarches-là ne vous intéressent pas. Pourtant, vous avez eu l'occasion de vous informer sur le sujet. Et là, vous arriverez avec des menaces obscures de la Ville va devoir payer quelque chose, alors que la Ville... du sujet. Désolé, là. Je menace personne. Je ne veux pas prier sur vous, M. McNaughton? Non, mais c'est parce que ça s'en vient personnel. Là. On va passer... Exactement. OK. Alors, moi, je ne vais pas dans ce sens-là. Mon point de vue, c'est ça. Alors, je demande tout simplement le vote. Est-ce que vous êtes d'accord avec la proposition de monsieur? Monsieur McNaughton. Je suis du même avis que vous, Monsieur le maire, donc je suis contre. Madame Anglard. Je suis contre. Monsieur Laplante. Naturellement pour. Madame Côté. Je suis du même avis que vous. Contre. Et Madame Langlois. Du même avis que vous. Alors, suite au vote de tout le monde, il est résolu à l'unanimité que le Conseil de... Majorité. Pardon? Majorité. Majorité, pardon. Qu'on rejette la résolution que le Conseil municipal de la Ville de Passepébiac dénonce les contrôles de propriété en vigueur dans l'ancien magasin Robin, qui empêchent la venue d'un potentiel de nouveau marché d'alimentation à cet endroit, que le Conseil municipal de la Ville de Passepébiac reconnaisse les bénéfices de concurrence, particulièrement dans le domaine de l'épicerie, et que le Conseil appuie toute démarche auprès du Bureau de la concurrence du Canada visant à favoriser la concurrence dans le domaine de l'épicerie à Passepébiac. Vous noterez que j'en ai fait la proposition, M. le DG, s'il vous plaît. Ce qui nous mène maintenant au point 24, période de questions. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des périodes de questions? Est-ce que je peux me permettre juste un complément d'information sur ce qui a été dit? Madame Anglehart, vous parliez des barman d'un soir. Je veux juste préciser que la formule va être différente cette année. Pour les autres années, on est habitué d'avoir cette formule-là les mardis soirs.
Il y a M. Gérald Gagnon qui est venu me voir à mon bureau pour me parler d'une problématique. Je fais ça rapidement. Problématique au niveau du stationnement avec le bingo, hein, les mardis. Donc, c'était compliqué. Les gens se présentaient au 5 à 7. Ensuite, les gens se présentaient au bingo, puis les gens qui étaient au 5 à 7 étaient pris. Fait qu'il fallait rentrer dans l'église pour demander des déplacements de véhicules. Bref, il m'a exprimé ce problème-là. Donc, on a décidé d'inscrire les barman d'un soir dans nos 5 à 7 réguliers du jeudi. Notre programmation va sortir cette semaine. Très rapidement, de mémoire, là, je peux vous dire que le 3 juillet, on a le tournoi hockey loisirs. Le 3 juillet. Le 10 juillet, Radio CHNC. 17 juillet, École La Source. Le 24 juillet, Rémi Wattom. Le 31, on a le site historique. Le 7 août, les pompiers. Le 14 août, on reçoit justement le club de volleyball le Rouge et Noir de Passepébiac. Le 21 août, le hockey mineur. Et le 28 août, on reçoit les agents correctionnels. Donc, la programmation va sortir cette semaine avec les causes choisies de chacun des organismes, de chacune des personnes, et aussi le drink thématique proposé. Un autre complément d'information, Marie-André et Sandra, j'étais vraiment super content de travailler avec vous sur le comité de la fête nationale. Je voulais juste mentionner qu'on essaye de ramener la bonne vieille formule de la Saint-Jean. Ce ne sera pas parfait. Il y a des choses qui seront ajustées, donc on compte sur la population pour y aller de commentaires justement constructifs pour justement ajuster cet événement-là. Juste une petite chose à rajouter aussi, une autre chose qu'on veut essayer cette année, c'est de faire un bon vieux feu de grève, là, vraiment comme dans le temps. Présentement, on ne peut pas faire de feu à ciel ouvert. Si on a l'autorisation à ce moment-là, on va le faire. Il ne faut pas s'imaginer qu'on va faire un feu de 30 pieds d'eau comme dans le temps. On va faire quelque chose de plus symbolique. On ne peut pas le faire non plus trop longtemps à l'avance. Il pourrait y avoir des gens de mauvaise foi qui l'allument carrément. Donc, c'est quelque chose qui va se faire un peu dernière minute. Comme je disais, on essaie vraiment de ramener une formule qu'on a toutes connue, les gens de ma génération, là, tu sais, avec le feu de grève et tout. Donc, on va proposer quelque chose cette année, puis c'est à la population de mentionner ce qui marche bien, ce qui marche moins bien, puis je peux vous assurer qu'on va s'ajuster. Merci beaucoup. Je vous remercie. Tu as des gens qui ont des questions avant la fin de la rencontre? Oui, moi, ça concerne le dernier point. Là, concernant le marché d'alimentation, là, supposons qu'on ne parle pas là, du magasin chez Robin, là, c'est quoi la position du Conseil pour la venue des nouveaux marchés d'alimentation à Passepébiac ou d'autres nouveaux commerces à Passepébiac ou d'autres nouveaux commerces ou des industries à Passepébiac? Est-ce que le Conseil s'oppose à tout nouveau magasin d'alimentation qui veut rentrer à Passepébiac ou c'est quoi là? Pas du tout. La balle est dans votre camp parce que ça fait longtemps qu'on en parle de ça. Moi, je pense que depuis les 15 dernières années à Passepébiac, on n'a pas eu grand changement de ce côté-là. On n'a pas eu grand nouveau commerce qui a rentré. Puis côté autre, là, je pense pas qu'on a eu des gros changements. On est contre absolument rien. Absolument rien. On a entrepris une démarche actuellement. Il y a des études de marché qui vont se faire. On va se positionner. On va regarder qu'est-ce qu'on peut faire. Ça n'a pas de bon sens qu'on est contre le développement. Voyons donc, je ne vois aucune localité qui va être contre son propre développement, comprenez-vous? C'est sûr qu'on est pour ça. Si on pourrait en avoir 4, tant mieux. Mais moi, je pense que... On n'est pas contre ça. Mais je pense qu'il y a déjà eu une assemblée de conseil ici, tout ce qu'on avait parlé de la venue des nouveaux marchés d'alimentation, oui. Puis que la majorité s'avait opposé à ça. Là. On s'opposait à des démarches. OK, au niveau des études de marché. Une démarche d'études de marché, oui. Juste pour une étude de marché, là, puis oui. Il y a des gens qui étaient contre ça. Tout à fait. Puis là, je veux dire, à un moment donné... Pardon? Puis il y avait celle-là qui est en branle par la MRC depuis octobre 2024, il faut dire aussi, là, ça. Juste un instant. Et c'est ça. Ça fait que on n'est pas contre rien. Cassez-vous pas la tête. Là. Bien au contraire. On va essayer de vendre le plus possible qu'est-ce qu'on peut vendre qu'est-ce qu'on peut offrir à notre communauté, puis le plus possible attirer des gens chez nous. OK? C'est sûr.
On n'ira pas à côté de ça. Moi, je pense que, M. le maire, on est rendu à la fin du mandat pour commencer à en parler sérieusement. Là. Et les autres qui ont passé avant, là, c'est rare qu'on entendait parler des nouveaux marchés à Passepébiac. Ça, c'est vrai. C'est rare qu'on entendait parler de ça. De n'importe quoi, là. Tu sais, pour apporter des nouveaux investisseurs ou autres. Là. On n'entendait jamais parler de ça. Là. Depuis les 15 dernières années, dites-moi qu'est-ce qu'on a eu de nouveau, là, enfin, des gros commerces, là, pour attirer les gens. Là. Pourquoi est-ce que la concurrence ailleurs, que ça marche, là? Que dans 5 concessionnaires, un côté de l'autre, ils ne crèvent pas la faim. Est-ce que c'est les mêmes gens que la MRC vont payer pour venir faire des études pour nous dire la faisabilité à Passepébiac, alors que ce n'est pas faisable à Passepébiac, puis c'est faisable pour les places voisinantes? Les ententes de non-concurrence sont faites en 2 parties. La partie qui vend, le vendeur, et la partie acquéreur. C'est pas fait sur un ensemble de territoires, OK? Puis, ce qu'il faut réaliser là-dedans, j'aime pas aller dans le passé, là, on parle de 10-15 ans passés. Quand on est arrivé en 2021, OK, juste remettre nos infrastructures à niveau, juste faire ça, ça a demandé l'énergie, de la comptabilité, de la recherche de financement, juste s'enligner là-dedans, là, ça a été un travail de moine. OK, les gens ne le voient pas de même, OK? Juste essayer de garder une structure qui a du bon sens. Juste essayer de rendre les gens qui travaillent ici confortables dans leur... Ça a été un travail de moine. Aujourd'hui, on est rendu à un autre niveau. On se dit, bon, on va essayer d'aller de l'avant, essayer de se positionner davantage. Alors, on va peut-être se positionner à ce niveau-là. Je le souhaite. Comprenez-vous? Puis, c'est comme ça qu'on va y aller. Il n'y a personne ici qui va être contre l'arrivée de peu importe le type de commerce, que ce soit dans l'alimentation ou autre. Ça se peut pas. Je ne peux même pas envisager ça. Je comprends que c'est vrai que vous avez mis de l'énergie pour remettre le train sur les rails. Oui. Ça, je comprends ça. Il faut avouer ça. Okay. Mais il faut aller de l'avant. Il faut aller de l'avant. Tout à fait d'accord avec vous. Il faut aller de l'avant, là. Tout à fait. Si on veut se développer, là, il faut aller de l'avant avec des marchés. On veut attirer des jeunes ici. Pourquoi? Je suis tout à fait d'accord avec vous. S'il n'y a pas de commerce, il n'y a rien, pas d'industrie. Les industries, ben, on n'aura pas la mine de ciment. Je pense qu'il y en a une assez. On comprend. Il y a d'autres choses qu'on pourrait avoir. Là, vous avez tout à fait raison. Mais ce que je ne comprends pas, c'est comme vous dites, là, depuis ça fait combien de temps que les spécialistes sont censés venir pour nous... comment ça fait de temps? Je sais que c'est en octobre, il me semble que c'est en octobre 2024 là, que l'étude est partie de la MRC là, pour le potentiel économique du territoire. Est-ce qu'ils vont venir prochainement? Pardon? Est-ce qu'ils vont venir prochainement? Je les rencontre. Demain, j'ai un conseil des maires et jeudi matin, je participe à la présentation du programme et on va avoir un contenu qui va être donné à tout le monde ici. Que des gens vont être au courant de ce qui s'est passé avec ça. Comment ça marche, ces gens-là? Est-ce que c'est des genres de marché que vous autres, que vous allez suggérer? Ou... Non, c'est des films, j'en ai aucune idée. Et je m'en vais dans je m'en vais voir qu'est-ce que c'est. Je ne peux pas préciser là-dessus. J'en ai aucune idée. Ce que je vais aller voir comme résultat, je ne le sais pas. Il y a une chose que je sais, par exemple. Si ça ne répond pas aux exigences qu'on s'attend, on a quand même une démarche qui est entreprise. Comprenez-vous? On est correct. Ça veut dire qu'à la prochaine assemblée, normalement, on devrait en entendre parler. On devrait en entendre parler. Et pour vous aider, je ne sais pas, vous avez d'autres informations, là. Moi, là, je vous dis qu'on veut aller de l'avant le plus possible. On a travaillé 2020, on est arrivé en fin 2021. 2022-2023, on a eu un gros 2024 à Passepébiac. OK? Le mois prochain, on a des nouvelles là-dedans, tant mieux. On va le partager, il n'y a pas de danger. Puis s'il y a une décision à prendre, on la prendra. Puis le mois prochain, je vais vous dire si moi je continue l'année prochaine. C'est beau? Merci beaucoup. Vous viendrez le 14 juillet, je vais vous dire si je continue en politique municipale. S'il n'y a pas d'autre? Oui, allez-y. Par rapport à toutes ces questions-là, je pense qu'il faut mettre quelque chose au clair par rapport à l'étude de la MRC. L'étude de la MRC, c'est une étude de potentiel économique. Ce n'est pas une analyse commerciale et ce n'est pas une étude de marché ou de potentiel de marché sur une épicerie à Passepébiac spécifiquement. On parle d'une étude très générale qui va s'intéresser à des facteurs comme la démographie, la croissance de la population, identifier des secteurs économiques qui pourraient développer, mais pas seulement au niveau commercial. Il y a un élément qui pourrait peut-être se recouper par rapport à une analyse commerciale qui est celui de analyser les terrains commerciaux disponibles. Mais encore là, je ne sais pas dans quelle mesure cette étude-là a été faite, et à quel point on va dans les détails. Mais j'ai lu l'offre de service de cette firme-là, puis on n'est pas vraiment dans...
dans l'analyse commerciale, il y a plein d'éléments qui sont manquants, il y a des éléments qui ne sont pas les mêmes. On n'analyse pas l'offre, la demande, les fuites commerciales, ce genre de choses-là, alors que je pense que c'est des éléments essentiels. Bon, bien sûr, on va avoir le rapport, on va en avoir le cœur net, après ça, on va pouvoir statuer, mais j'ai l'impression qu'on sort un peu cet argument-là de l'étude de la MRC comme un prétexte pour ne pas avancer dans d'autres dossiers. Et en fait, ce qui est spécial, c'est que le vote qui a été refusé par rapport à l'analyse commerciale, je crois que c'était un vote en mars dernier, si ma mémoire est bonne, ce vote-là, c'était pour demander des soumissions. Et donc, on n'était pas au stade d'adopter un contrat. Mais on voit que pour obtenir des soumissions, ça prend du temps. Par exemple, les soumissions qu'on a reçues pour l'étude de marché pour l'épicerie, ça a pris 10 mois. Alors, si on adopte quelque chose en juillet ou en août pour aller de l'avant avec une analyse commerciale qui serait globale, on n'aura pas les soumissions prochainement, puis le Conseil ne pourra pas octroyer de contrat. Alors, si on avait été proactif et en mars, on avait décidé d'adopter une résolution pour partir en soumission, demander des soumissions, ça n'aurait rien coûté. Les soumissions, en fait, des soumissions, ça peut coûter un peu, mais ça ne coûte pas si cher que ça, tout dépendamment de comment c'est fait. Et par la suite, une fois que les soumissions auraient été reçues à la Ville, on aurait pu comparer les soumissions, les comparer à l'étude de la MRC, la comparer avec l'autre offre qu'on avait pour l'épicerie et prendre une décision éclairée. Mais le fait de refuser des soumissions, on retarde le processus de décision et à force de trop retarder un processus de décision, je pense que le risque qu'on court, c'est de manquer le train. C'est correct? Parce que le risque qu'on court, monsieur l'a dit tantôt, ça fait 15 ans qu'on attend. Ça fait 15 ans qu'on retarde. Oui, Alors, mais là, il y a des retards qui sont causés par le conseil municipal et je déplore qu'il y a plus d'énergie qui est mise à s'opposer, on dirait, à ces démarches-là, qui essaie de mettre du positif dans tout ça. Je trouve ça un peu malheureux. Alors, en terminant, sachez que je suis là vraiment pour qu'on avance le plus possible. Je le fais depuis 3 ans et demi. Je vais continuer à essayer de le faire le plus longtemps possible. On verra au mois de juillet. Et une chose certaine, c'est sûr que je vais aller de l'avant. Ceci étant dit, avant de terminer, merci les gens de Télévac de nous écouter. Merci de votre présence ce soir. Julie, merci beaucoup également. Dominique, merci de ton intervention. Je te félicite pour le travail qui se passe actuellement. On est rendu au point 25, la levée de la séance. Il est proposé par Résolu Acte que la séance soit levée. J'aimerais quelqu'un qui le propose, s'il vous plaît. Je propose. Je vous remercie. Monsieur McTanton, vous êtes d'accord? Oui. Madame Anglehart? Oui. Monsieur Laplante? Oui. Madame Langlois? Oui. Alors, il est proposé par Madame Marie-André Côté et résolu à l'unanimité que la séance soit levée. Monsieur le greffier, il est 20h54.